restaurant étoilé Michelin, c'est là où tu vas trouver une cuisine de qualité dans un joli cadre. Le rêve de ces jeunes cuisiniers, une étoile au mythique guide Michelin. Officiellement, j'ai eu aucune visite. Personne du Michelin s'est présenté. Ouais. Les critères, on les connaît pas trop, ça reste subjectif. Je me doute de la personne qui nous a inspectés, mais officiellement, il s'est pas présenté. Et rejoindre ainsi le cercle fermé des chefs multidécorés. Très clairement, déjà, quand je vois ce que c'est le 1 étoile, je me demande ce que c'est le 2 et encore pire le 3. Car une semaine auparavant, le guide Michelin a cloué au pilori des barons de la gastronomie. Une étoile Michelin, c'est un CDD d'un an. C'est le guide gastronomique dont les grands chefs attendent tous les ans la parution, qui obtient une 3e étoile cette année, pire, qui la perd. Georges Blanc, pas très loin de chez nous. Je peux te dire que la perte de la 3e, c'est dramatique. Ah ouais? C'est dramatique pour le... Bonjour et bienvenue à la Table des Chefs, le podcast qui accueille les bâtisseurs du monde de la restauration et de la gastronomie française. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir quelqu'un dont le nom va peut-être pas forcément vous parler, mais dont l'histoire ne vous laissera pas indifférent. Il est passé par les plus grands étoilés du côté du service, et à 36 ans, il se lance dans un pari fou, construire sa propre maison en tant que chef et gérant de cette maison. Encore plus étonnant que ça, il a pour objectif de décrocher une étoile Michelin. Ce qui est fabuleux dans cette histoire, c'est qu'il la décroche mais il la décroche en 1 an et demi. Son nom, vous le retiendrez. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Jérôme Busset. Bonjour, je m'appelle Jérôme Busset, je suis chef étoilé à Poncin dans le département de l'Ain et je remercie la Table des Chefs de m'accueillir et de raconter mon histoire si singulière. Comment tu vas ? Très bien, et toi ? Ça va, super. Depuis la semaine dernière. Depuis vendredi, parce que pour remettre un peu en cadre tout ça, pour l'audience qui ne sait pas, tu m'as convié à ton restaurant. Tout à fait. J'ai vécu une expérience folle. Maintenant, je scande le nom de l'Intimiste parce que c'est ton restaurant. De partout où je vais, j'ai adoré. Faut savoir que c'était mon premier restaurant étoilé. Ça tu m'as dit, oui. Mais c'est une expérience quand même. Hein. Moi, j'ai adoré. Moi, je pouvais pas venir ici sans que tu t'imprègnes du lieu où je travaille et de t'accueillir dans ma maison. C'était normal pour que tu aies ta propre expérience et que tu t'imprègnes un peu de ce qu'est ma table. Quelle expérience, justement. On va en reparler. On va d'abord présenter un peu plus le restaurant, qui tu es aussi. Après, le but de ce podcast, c'est un peu plus de donner des méthodes concrètes, des leçons que tu as tirées sur comment avoir ton étoile. Tu remettras un peu plus en contexte tout à l'heure. C'était un vrai objectif chez toi, avec le passé que tu as eu, d'avoir ton étoile. On va voir point par point sur le service, sur la technique, sur l'ambiance, sur le positionnement, etc. Qu'est-ce que tu en as tiré ? Et le but de ceux qui nous regardent, c'est qu'ils puissent rester au long de ce podcast et à la fin avoir, on va dire, ta méthode claire, tes conseils clairs sur comment avoir une étoile et surtout aussi rapidement. On va voir que tu as eu un parcours rocambolesque. Voilà, on abordera tous ces points-là dans cette attention, il n'y a pas de leçon précise à donner. Tu fais bien de le dire. Il y a peu d'élus quand même, ouais. Mais après j'avais quelques convictions et c'est vrai qu'il y a quand même des choses à expliquer, à remettre en contexte et puis si ça peut inspirer les gens, on va les aider. Ouais, bien sûr. Voilà, tu fais bien de le dire. J'allais oublier de faire ce petit avertissement. C'est subjectif. Encore une fois, on n'a pas vraiment l'algorithme de l'étoile. Non, du tout. Tu vas raconter tes leçons, avec ce que tu en as tiré. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses qui t'a amené à l'étoile ? Et voilà, c'est ton avis, c'est ton histoire. Évidemment, il y a des gens qui vont déroger à ces règles, peut-être, plus ou moins, et qui vont aussi avoir 1, 2, 3 étoiles. Mais voilà, on va donner des conseils globaux, c'est pas des vérités générales. C'est ça. Avant que ça commence, tu n'es pas sans savoir, petit cadeau. J'ai pas trouvé de vin de l'Ariège. Je voulais ouvrir un vin de l'Ariège, je dirais pourquoi, mais ça vient de chez moi. C'est un ensemble de vins, normalement, des Côtes-du-Rhône. Donc je me suis dit, pourquoi pas. C'est un ensemble, j'ai vu qu'il y en avait un plus rond, un plus sec, on va dire, un peu qui va racler un peu plus la gorge, un médium, et un vraiment où on va aller dans la profondeur, etc. Je me suis dit, pourquoi pas offrir ça ? C'est très gentil, merci beaucoup. Quoi ? Et c'est pas les vins qu'on a eu chez toi. Je pense pas que ça soit la même finesse, mais tu me diras ce que t'en penses. Avec grand plaisir, je te ferai un retour. Moi j'aime bien, des fois j'ai des très bonnes surprises en allant chez mon caviste. D'ailleurs, aller chez les cavistes, grande surface, j'aime bien, mais que quand je connais quelque chose de bien précis. Aller chez le caviste, pour le conseil, il faut aller voir des professionnels et ils vous aiguilleront, pas forcément sur des appellations ronflantes, mais
des vins qui sont de qualité et de petit domaine. Et je crois que je m'en suis pas sorti pour trop cher. Les 3 bouteilles, 30 €, c'est très abordable. C'est un pack, c'est parfait pour le cadeau, par exemple, etc. Il n'y a pas de collaboration avec ce caviste, mais voilà, c'est un message que je voulais faire passer. Moi, ce que je te propose, c'est de le mettre par terre, de le garder pour chez toi. Tu me diras ce que tu en penses. Et oui, je voulais... Je goûterai ça avec ma chair et tendre. Ouais, voilà, exactement. Ou avec l'équipe, peu importe, tu me diras. Je voulais offrir d'abord un vin dans l'Ariège, parce que, comme je t'ai dit, vendredi, justement, j'ai un message à faire passer. Je vois très peu de personnes qui prennent position là-dessus, et ça me fend le cœur. Il y a quelque chose d'horrible qui se passe en ce moment dans l'Ariège. Des vaches sont exécutées par notre État sans raison valable. Ça me rend fou. Ayant de la famille du côté paysan qui sont dans ces terres-là, on essaye de détruire quelque chose pour je ne sais quelle raison. Ça, ce n'est que mon avis, renseignez-vous, c'est quelque chose de très important, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent et très peu de lumière qui est mise dessus. C'est pour ça que je voulais prendre pour une fois 10 secondes en début du podcast pour voir, voilà, vous inciter à vous pencher dessus. Il y a des choses immondes qui se passent. Voilà, je suis désolé de devoir en parler, mais je le fais parce que trop peu de personnes le font à mon humble avis. Et c'est un message, merci de me laisser le passer, c'est très sympa de ta part. Il faut aussi aider les agriculteurs et faut manger du chou-fleur pour les fêtes. Ouais, voilà. C'est pareil, il y a quelque chose qui se passe avec une surproduction où il faut les aider et il faut un petit gratin de chou-fleur pour les fêtes, ça peut être bien. Complètement. Consommer local, c'est important. Consommer bon, vous allez directement sentir la différence entre un jambon blanc local d'un paysan et un jambon blanc d'une grande enseigne pour ne pas les citer. Voilà, c'est le meilleur. Là, on est en période de fête. Faites-vous plaisir, un bon foie gras, un bon jambon, un bon vin, par exemple, un bon restaurant, on en parlera, mais c'est toujours mieux. Justement, toi, c'est quelque chose, la localité. Mais avant de venir à tout ça, moi, comme je t'ai dit, je trouvais ça un peu abrupt d'aller directement dans le concret. Ce que je te propose, c'est qu'on prenne un petit instant où tu me présentes déjà qui tu es, à l'audience aussi, et ton restaurant. Et ben moi, c'est très simple. J'ai fait la première partie de ma carrière à Lyon. Donc je suis très content de revenir ici, dans les maisons multi-étoilées. C'est un métier que j'ai toujours voulu faire depuis petit. Pourquoi ? Parce que j'ai été élevé en partie par ma grand-mère qui cuisinait avec beaucoup de bonheur, on sentait que ça lui faisait plaisir de nous préparer les choses. Et j'en parlais avec mon épouse hier. J'ai peu d'images en fait de flash de quand je suis petit. Par contre, il y a des choses que j'oublie pas, c'est les odeurs. Et on en parlait hier, des odeurs de parfum ou des odeurs de plats qu'elle mijotait. Donc ça, c'est vrai que c'est un métier que j'ai voulu faire très tôt. Alors pas forcément en cuisine, c'est la restauration en général. Et parce que je voulais donner du bonheur aux gens, je voulais faire un métier où voilà, on prenait plaisir à le faire et où on donnait beaucoup de plaisir. Donc ça, j'ai fait une formation classique en restauration, un bac technologique à Auxerre dans ma région natale. Okay. Ensuite, je suis parti en BTS à Tournon-les-Bains. Et à la suite de ce BTS, je suis venu démarrer ma carrière à Lyon, comme tu l'as dit, dans des belles maisons étoilées, multi-étoilées pour certaines, mais en salle. Il y en a qu'on peut citer de ces maisons ? Ah bah bien sûr, moi j'ai démarré au Léon de Lyon. Okay. À l'époque, il y avait encore les 2 étoiles Michelin, c'était une super maison bourgeoise. Il n'y en a plus qu'une maintenant ? Maintenant, c'est la brasserie qui avait été reprise. Okay. C'est une brasserie. Okay. Ils n'ont plus l'étoile, c'est une D'accord. grande brasserie qui avait notamment été reprise par Laurent Gérard. Okay. Donc ça, c'est une belle maison bourgeoise. J'ai commencé à mettre un pied dans ce qui était un peu le luxe à la française, avec de la belle verrerie, avec de la belle vaisselle, avec une maison bourgeoise avec des belles boiseries, enfin des très très belles maisons. Et quand on est jeune et qu'on démarre, on a des étoiles plein les yeux. Et je suis arrivé dans une équipe qui était très jeune et où on plaçait le mérite avant l'ancienneté. D'accord. Moi, quand j'ai démarré là-bas, j'ai vite compris que je voulais pas porter des plateaux qui faisaient 30 kilos pendant des mois et des mois. Donc je suis arrivé très motivé à l'idée de rapidement de faire ma place et d'évoluer et de ne plus être commis des mois et des mois. T'étais pas côté service à ce moment-là ? Là, c'est côté service. Ah, côté service, on côté est d'accord. Service. Okay. Côté service, de toute façon, la cuisine, on va pas en parler tant que j'ai pas ouvert mon restaurant. Ouais, parce que t'as aucune expérience avant. J'ai peu d'expérience. Professionnelle. Après, j'ai eu des postes
Donc on parlait du Lion de Lyon, après j'ai été avec Mathieu Vianney. À l'époque, il n'avait pas la mer Brasier, il était avenue Foch. Concept assez novateur parce que lui, il avait mis en place ce qu'il appelait les menus tapas. Ok. C'est-à-dire qu'il présentait un élément, 3 assiettes. C'est énorme. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu plus à la mode, mais là, on est en quelle année? Et ben là, on est en 2006, 2007. Ah, c'est super avant-gardiste. Ouais. Ok. Et donc à l'époque, il avait qu'une étoile. Maintenant, on connaît Mathieu chez la mer Brasier, Ouais. 2 étoiles Michelin. Ouais. Il mérite un peu plus, mais ça, c'est une autre histoire à Lyon. Ouais. Donc ça, pareil, j'étais en salle où je suis resté 2 ans. Et après, j'ai fait un court passage chez Guy Lassauzet à Chasselet. Ok. Très court parce que pour des raisons, on va dire... Logistique. logistique, je passais trop de temps dans les transports, c'était crevant, je perdais mon énergie pour pas grand chose. Et donc j'ai atterri à la Rotonde, à la Tour de Salvani. Pareil, super maison, super équipe, très grand chef, Philippe Gauvreau. Certainement la plus belle cuisine que j'ai eu à servir. Ah ouais? C'était bien. Donc ça, c'était au-dessus du casino Le Lion Vert. Oui. Et donc ça, je suis parti, je sentais que c'est une histoire qui était en train de tourner un petit peu, puisque le groupe Partouche avait en tête d'aller chercher la 3e étoile. D'accord, ok. Sauf que le groupe Partouche, ils peuvent mettre autant d'argent qu'ils veulent. 3 étoiles, c'est le Graal. C'est pas, eux, ils ont construit un pavillon de luxe avec une grande verrière sur le parc de Charbonnières. Et moi, je sentais que le pari n'était pas forcément bon. Donc, j'ai été débauché par une personne avec qui j'ai travaillé un grand nombre d'années, qui avait l'ambition de décrocher une étoile Michelin. Ok. Je me projetais plus à taille humaine dans une histoire comme celle que j'ai faite Bien sûr. pas très loin de chez moi. Ok, d'accord. Ok. Mais tout ce parcours-là, tu le fais du côté du service. Tout en salle. Et la prochaine histoire, c'est l'ouverture du resto. C'est quoi le déclic du coup? Bah, il y a eu plusieurs déclics. Après, quand je dis que j'ai pas d'expérience, j'avais des postes de direction dans ces maisons-là, donc forcément étroite collaboration avec le chef. Bien sûr. Je parlais de Philippe Gauvreau, je parlais de Mathieu Vianney, dégustation des nouvelles cartes. Moi, je me promenais, j'avais toujours une cuillère dans la poche pour goûter. Et du coup, moi, je cuisinais un petit peu comme ça. Mais après, on a je sors beaucoup au restaurant aussi. On a une mémoire gustative qui se fait. Bien sûr. Et après le gros déclic, c'est le Covid. Ok. Covid, on s'est retrouvé à l'arrêt, comme beaucoup de gens, mais on savait pas ce que c'était le Covid à l'époque. Donc moi, je me suis retrouvé dans ma maison avec mes enfants. Il faisait super beau. Ouais. C'était royal, quoi. Après, on a vu que ça durait un petit peu. Et puis moi, là où je travaillais, il y a eu une vraie coupure, puisque le chef de l'époque ne voulait pas faire de vente à emporter. D'accord. Donc, ce qui veut dire que j'ai plus de ce lien avec la clientèle que j'aimais beaucoup. Okay. Et j'ai eu une vraie coupure par rapport à mon métier. Et comme beaucoup de gens, quand on est tête dans le guidon, on travaille, c'est la routine. Mais quand, au lieu de passer 15 heures par jour au boulot, tu passes 15 heures par jour chez toi avec du temps pour réfléchir, tu fais le bilan de là où tu en es. Ouais. Et moi, je me suis levé un matin, je me suis dit, est-ce que tu peux faire autre chose dans le restaurant où tu es actuellement? La réponse était non. Est-ce que tu es heureux dans ta vie personnelle? La réponse était non. Okay. Donc moi, il y a eu un changement radical. Okay. Covid, moi, j'ai tout mis à plat. On passe à autre chose. Mais quand je suis parti de ce restaurant, j'avais pas l'intention d'ouvrir l'Intimiste. L'Intimiste, c'était pas prévu. Tu pars sans projection? Je partais parce que j'en avais marre. Tu savais que t'étais pas à ta place, que ça avait fait son temps, quoi. Je savais que j'avais fait le tour de la question, que j'étais plus en adéquation avec la personne avec qui je travaillais. Donc j'ai démissionné. Ok. J'ai démissionné. Tu démissionnes pendant le Covid? Ouais. Putain. T'as du courage, hein. entre les deux. Non. Oui, premier, deuxième confinement. Ouais. Et après, je me suis retrouvé libre et donc j'ai rencontré mon épouse. Ok.
On était en famille recomposée, donc il fallait, même si j'ai démissionné, il fallait que je travaille quand même. Mais évidemment. Et T'as donc, 4 bouches à nourrir. un peu plus, on était 3, 5. Ah ouais, ok. Donc Ouais. voilà, il fallait travailler. J'ai fait un entretien d'embauche à la cantine RCP Mâcon. Je connais pas. RCP Mâcon, c'est des cuisines satellites. Enfin, c'est une cuisine principale. Ouais, Et tu as des satellites qui sont ça peut être des maisons de retraite, des cantines. ok. Et moi, je savais que c'était la cantine, c'est le repas qui allait être servi à la cantine où il y a mes enfants. Ok. Donc j'ai fait l'entretien, forcément j'étais pris. Ouais. Et après j'ai rencontré une personne qui m'a dit, qui me connaissait un petit peu, Ouais. un resto que tu as vu sur la place, pas très loin de chez moi. Ouais. Euh, Juste au-dessus Juste au-dessus. Oui, je vois. Voilà, Eric, la personne qui est devenue mon associé, Ok. m'a permis d'ouvrir l'intimiste sur un peu un chiche. Lui, il était en train de rénover une maison de village en hôtel. Et j'ai mangé une pizza chez lui. Il m'a dit, j'ai un truc à te montrer. Et il voulait que je l'aide à aménager le rez-de-chaussée de cet hôtel pour ses petits déjeuners, la salle D'accord. des petits déj. Ah oui, oui, parce que pour ceux qui écoutent ou qui regardent, je pourrais mettre des photos. Ouais. On mange au rez-de-chaussée. Oui. Et en dessous, il y a une cave. Au-dessus, Oui. il y a les hôtels. Oui. Ouais, c'est ça. Mais Et c'est une ville de combien d'habitants? Je sais plus. Moins de 5000. Ouais, moins de 2000 habitants. Ah ouais. Ouais, moins de 2000 Quel habitants. pari. Et en fait, quand on a visité, moi j'ai été charmé déjà. Quand tu descends cette petite rue, que tu t'apprêtes à rentrer dans l'intimiste, la rue en pierre avec les arcades, Ouais. elle est magique. Ouais, ouais. Elle est magique et donc il me fait visiter, on descend, je vois une petite grotte, une petite cave, terre battue. Je remonte et j'ai Eric, on aurait pu faire un petit resto de poche là. Je connais la salle, je sais accueillir, j'ai quand même l'expérience. Et je dis, tes petits déj, tu les gardes sous ta véranda et puis on monte un resto de poche. Et il m'a dit ok. Il y Sauf avait la capacité pour combien dans ce resto? c'était tout petit, on faisait 14 couverts. 14 couverts. Putain. Donc il m'a donné toutes les cartes pour le faire. Ouais. Totale confiance parce que moi, comme j'ai démissionné, j'ai dit Eric, je dis moi je veux bien qu'on se lance, mais je dis moi j'ai que T'es que pas le d'argent. service, quoi. J'ai pas d'argent, Ah oui, ok. Ouais. je vais pas pouvoir. Il me dit utilise tes mains et on va faire le resto ensemble. Ok. Et donc ça c'était la première phase. Ok. Donc on a ouvert, j'ai ouvert bien sûr avec mon épouse Ouais. qui n'était pas du métier mais qui m'a aidé à lancer le restaurant. J'avais des apprentis dont mon beau-fils aussi. Donc c'était un pari un peu fou. Et 3 mois après l'ouverture, on avait déjà un inspecteur du Michelin dans la salle. Alors, justement, ça va super vite et ton histoire va super vite en même temps, donc c'est normal. Tu te lances, tu as déjà cet objectif du Michelin? Oui, clairement. Clairement, parce que j'ai fait que ça dans toute ma carrière, j'ai fait que des étoilés Michelin. Et le seul restaurant qui n'était pas étoilé, c'est celui que j'ai ouvert Ouais. au début. Ouais. Donc T'as j'avais... jamais travaillé dans un restaurant qui n'avait aucune étoile? Jamais. Et t'es allé dans la cantine après? Et j'ai C'est failli, fou. j'ai failli aller en cantine, mais Ça, je savais pas. après, comme j'aime le dire, ça reste de la restauration. Bien sûr. C'est le même métier, on n'a pas le même public ni les mêmes exigences, on ne travaille pas les mêmes produits, mais le métier en soi est le même. Bien sûr. Mais oui, je savais que je voulais... en fait, je voulais l'étoile en mon nom. Je l'ai suffisamment défendu chez les autres. Quand tu as une étoile en ton nom, c'est quand même une autre résonance. Tu m'étonnes. Les autres fois, les restos, quand on gardait l'étoile, tu vis ça un peu par procuration parce que tu restes un pion. Mais quand tu es l'acteur principal, c'est quand même autre chose. Tu m'offres une transition toute faite sur l'étoile Michelin. Je voulais la décrire, mais je pense que c'est bien plus pertinent que tu le fasses avec tes mots. Pour toi, c'est quoi l'étoile Michelin niveau définition, dans un premier temps très pragmatique? Après, il n'y a pas de... Je vais te dire, moi, hormis l'inspecteur que j'ai reconnu parce que je l'avais servi ailleurs, officiellement, j'ai eu aucune visite. Personne du Michelin s'est présenté. Ouais. Donc, les critères, on les connaît pas trop, ça reste subjectif.
Après, il y a la saisonnalité des produits et la personnalité du chef qui font que tu peux avoir une étoile. Et puis après, c'est toute l'énergie que tu vas mettre, c'est tout le choix des produits, c'est des recettes, des plats qui impactent, tu vois, des plats signatures. Ça, c'est important. Et puis, il faut faire une cuisine qui est, qui a de la personnalité. Et puis après, il n'y a pas de... faut travailler, bien choisir ses produits, ce qui est le nerf de la guerre. Bien sûr. Les produits, avoir du personnel qui va dans la même direction, être épaulé. Mais un restaurant étoilé Michelin, c'est là où tu vas trouver une cuisine de qualité dans un joli cadre. Unique. Et unique, ouais. Ok. J'en profite pour faire une petite aparté, donc, et tu me coupes si je me trompe, hein, mais une étoile Michelin, c'est un espèce de label en soi. Oui. On peut en avoir de 1 à 3. Oui. Petite pause. Je sais pas ce qui se passe dans le quartier, mais depuis tout à l'heure. Une étoile Michelin, c'est un CDD d'1 an, hein, parce que elle est pas... Oui, voilà, c'est ça. On est d'accord. Tous les ans, tous les ans, on remet l'étoile en jeu. Voilà, 2024, tu l'as. Voilà. 2025, tu peux la perdre. Si 2025, tu l'as, c'est comme si tu l'avais gagné encore une fois. Bah, tu la confirmes. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Après, l'étoile Michelin, elle récompense ce qu'on a fait. Donc nous, quand on a été étoilé, si tu veux, on n'a pas changé fondamentalement notre cuisine ou notre façon de faire. Bien sûr. Puisqu'on a été récompensé pour ce qu'on avait fait. Oui, évidemment. Ça dessert uniquement la restauration, si je dis pas n'importe quoi. Maintenant, il y a aussi, c'est un peu plus secondaire, mais l'étoile verte qui prime un peu plus l'écologie. Bah ça, a priori, ça va être... Je crois qu'ils vont l'enlever, non ? Ça va être enlevé cette année, a priori. Donc ça, c'est pareil, l'étoile verte, c'est une démarche. Tu peux avoir une démarche éco, mais dans cette démarche, ils ne parlent pas de la cuisine. Oui, voilà, c'est ça. Tu peux avoir une étoile verte. L'étoile Michelin, c'est l'étoile... D'ailleurs, petit coup de gueule, mais il y en a beaucoup qui... Enfin, pour moi, il y a un ordre clair. La principale, c'est l'étoile Michelin. La preuve, ils vont l'enlever, l'étoile verte de la secondaire. Et il y en a beaucoup qui se disent étoilé Michelin, c'est une étoile verte. Et c'est un peu dommage. Oui. On va de 1 à 3. Oui. Il n'y a pas au-dessus. Non. Et très clairement, déjà, quand je vois ce que c'est une étoile... je me demande ce que c'est le 2 et encore pire le 3. Ouais, il y a des vrais caps. Hein. J'ai envie d'y croire. Aujourd'hui, c'est dans tout le monde entier. Oui. Je crois. Il y en a même au Mexique, en Chine, il y en a énormément. Ils sont beaucoup ouverts là-dessus. Ouais. Et la cérémonie, c'est en mars chaque année ? Oui. C'est ça ? Cette année, c'est à Monaco. Ouais. Et on verra si on est convié, mais... Tu reçois ta convocation combien de temps avant ? On reçoit l'invitation un mois avant. Okay. Un petit mois avant. Ok, ça te laisse un peu le temps de planifier, mais bon, faut que le resto tourne, quoi. Oui, bah, de toute façon, nous, quand c'est comme ça, de toute façon, la cérémonie, c'est toujours un lundi. Ouais. Donc nous, on prend 2-3 jours après pour... Bien sûr. Parce qu'on fait un peu la fête, quand même. Ouais, j'imagine. Avant de commencer dans le concret et d'aborder point par point, ce qui est bien, c'est qu'on va vraiment pouvoir viser, comme je t'ai dit, des sections claires pour apporter tes conseils concrets, tes retours concrets de ton expérience, qu'est-ce que tu as dû faire sur, par exemple, le service pour, tu penses avoir l'étoile Michelin, etc. Je voulais voir qu'est-ce que ça apporte. Donner des bonnes raisons à ceux qui écoutent, de rester tout du long, d'avoir une attention claire, etc. Concrètement, toi, l'étoile, si on te l'avait donnée sans te la donner, sans que tu le saches, tu sais, on te la met sur ton établissement, mais tu le sais pas. Tu l'aurais senti ? Ah oui. Ouais. Bah clairement. Nous, quand on a à l'annonce de la récompense, ouais. Nous, le week-end, on a pris, je sais pas, 200 réservations. À l'annonce ? À l'annonce, peu de temps après, ouais. Peu de temps après, les réservations, là, t'es complet sur les 6 premiers mois, t'es complet midi et soir. T'as beaucoup de sollicitations des journalistes également. Donc forcément... j'aurais senti qu'il se passait quelque chose, mais oui, c'est un vrai plus. On passe de l'ombre à la lumière, clairement. Okay. Alors que nous, on est parti le samedi soir. J'ai seulement annoncé le samedi soir à mon équipe qu'on serait fermé le mardi parce qu'on montait à Metz pour... Ah, c'était à Metz ? À Metz, ouais. À Tours. Ok. Metz, c'était l'année dernière. Tours, okay. C'était cette année. Tours, c'était 2024. Metz, c'était l'année dernière. Et là, c'est Monaco. D'accord. Je m'en mêle dans les villes. Et moi, je le savais depuis une semaine, puisque le Michelin m'a appelé. Tu le caches à tes employés ? Ouais, j'ai gardé pour moi. Il n'y a qu'Isabelle, mon épouse, qui était au courant. Il n'y a que nous deux qui étions au courant. C'est énorme. Et je pense que c'était la plus belle semaine de ma vie, parce que
Moi, je l'ai vécu, je sais l'impact du passage de l'ombre à la lumière où tu obtiens l'étoile, puisque je l'ai vécu une fois. Mais c'est fabuleux parce que moi, je sais ce qui va se passer. Je commence quand même à préparer mon épouse à toutes les sollicitations qu'on va avoir. Et puis moi, je vois des gens durant la semaine qui me parlaient de alors le Michelin, c'est je sais pas moi le Michelin. Alors que tu savais très bien. Je dis on verra lundi. La cérémonie c'est lundi. De toute façon, si t'es convié en soi, c'est que tu l'as. Bah nous à notre échelle, si on était invité, après dans la semaine, on a reçu un peu le déroulé de la cérémonie. Ils nous ont réservé une chambre d'hôtel pour qu'on puisse profiter vraiment pleinement de la soirée. Donc je savais que si on montait, c'était pas pour rien. Mais ça fait les frissons. J'ai des petites questions sur l'étoile, mais je préfère les garder à la toute fin. Je trouve ça très intéressant. Commençons dans le concret. Première partie, moi, ce que je voulais voir, c'était la cuisine. Je me suis énormément documenté. C'est simple, maintenant, quand j'ouvre Chrome, c'est le site de Michelin qui vient en premier. Il parle de deux choses. Il parle des produits et de la technique. Oui. Si on commence par les produits, qu'est-ce qu'ils attendent de toi ? Niveau produit, qu'est-ce qu'ils attendent ? Ils attendent de commencer de produire local, de commander local ? Ils attendent des produits d'une qualité irréprochable. Ok. Ils attendent la saisonnalité, forcément. Et après, je veux juste revenir sur la première étoile Michelin, c'est que l'assiette. Ah, t'as pas de service ? T'as pas de service, ça aide. Mais oui. Normalement, une étoile Michelin, tu fais comme si tu étais concentré au-dessus d'une assiette. Et normalement, c'est ça. D'accord. Sans que l'environnement n'intervienne. C'est donc pour ça qu'au Mexique, il y a un tacos qui a été étoilé. C'est possible, ouais. C'est de la folie, ça. J'avais vu C'est passer. possible. Après, ça aide. Nous, on a été étoilés l'année où on a fait des travaux. Mhm. Évidemment que le cadre influence. Bien sûr. Et il te met dans des bonnes conditions pour déguster une belle cuisine. Mais tu normalement, peux avoir une étoile juste sur l'assiette. Ouais. Ok, d'accord. Ok. Donc les produits, c'est nécessaire. Produits, moi, c'est le nerf de la guerre. Les produits, la régularité des produits, ça c'est pareil. T'entends quoi par là ? Qualité constante. C'est-à-dire tu peux pas avoir je sais pas, un filet de bœuf d'une tendresse infinie et la semaine d'après avoir un truc qui est dur comme la table. C'est pour ça que le principal travail, ça a été de trouver ses fournisseurs. Comment tu fais ? Comment tu t'y prends ? Soit tu as déjà un réseau. Moi, ça faisait 13 ans que j'étais dans le coin. Si vous pensez, c'est pas très loin de là où j'habite. Donc tu fais des marchés, tu te crées déjà un réseau de confiance, même si mon réseau actuel a quasiment plus rien à voir avec le réseau avec lequel j'ai commencé. Ok. Mais ça, c'est vraiment difficile de trouver le bon produit, et surtout moi, qui avait l'étiquette de serveur. Moi, j'ai des producteurs ou des fournisseurs qui voulaient pas me servir pour plusieurs raisons. Est-ce que j'ai pu être court-circuité par quelqu'un, un autre restaurant ou autre? Ah ouais, tu penses? Ah ben c'est sûr et certain. Il y a beaucoup de jalousie dans ce milieu? Beaucoup. Après, c'est un. Nous, on n'a pas été accueillis d'un bon œil par tout le monde quand on a ouvert notre restaurant. En plus, nous, on a fait quand même beaucoup de com', mais on a eu le malheur de faire tout ce qu'on annonçait, on l'a fait. Tu vois ce que je veux dire? C'était pas des annonces pour ah tiens, celui-là, il va encore faire ça. Ils prennent ça pour de l'arrogance. Bah peut-être, ouais. Certainement. Mais voilà, après, on s'est pas trop occupé des autres. On a travaillé sérieusement. Et puis j'ai surtout eu la chance d'être accompagné pendant une année H24 par mon épouse qui s'est mis en disponibilité pendant un an parce que son métier lui permet. Et ça a été une marque de confiance incroyable. Et surtout, ça m'a permis de me concentrer vraiment sur lâcher les chevaux dans l'assiette, quoi. Le produit, quoi. Et puis continuer à sourcer, et c'est l'année où on a basculé dans l'autre salle, et c'est l'année je savais qu'on pouvait y aller tout de suite. Justement, pour finir sur le produit,
Je sais qu'il y a beaucoup de groupements. Nous, on a reçu Christophe Marguin, qui est toque blanche, président des toques blanches lyonnaises. Il y en a beaucoup d'autres qui font partie de groupements de restaurateurs, de personnes qui tiennent des restaurants gastronomiques étoilés. Tu penses que ça peut être une bonne option pour avoir des contacts? Tu arrives et tu as directement un ensemble de producteurs, leur numéro, tu as directement une crédibilité? Oui, forcément. Tu gagnes du temps pour si toi, tu n'as pas ce réseau ou que tu n'as pas les noms comme Monsieur Marguin dont tu viens de citer, ça a plus de résonance ça peut t'aider. Que quelqu'un qui va ouvrir et qui est inconnu de ce producteur. Ça n'a pas dû être facile pour toi? Non, mais après on a pris les choses comme elles venaient. Il y a un fournisseur on ne lui prenait pas assez de choses, donc il décidait parfois de ne pas me livrer et je me suis pris de bec avec lui. Il m'a dit, de toute façon, t'es qu'un petit serveur. Et du jour au lendemain, j'avais plus de poissonnier. Ouais, dur. Donc, mais bon, après, on fait face. Hein. Ouais, tu m'étonnes. Mais oui, ça n'a pas été évident. Mais maintenant, le principal, c'est pas ça. Le principal, c'est qu'on soit arrivé Bien sûr. Là où on est. Et ouais, on n'a pas démérité. Niveau produit, il y en a beaucoup qui pensent qu'un étoilé, à juste titre peut-être, tu me confirmeras, va acheter ses produits 4-5 fois plus cher. C'est vrai? Non. T'as un comparatif qui serait plutôt... qui pourrait nous servir d'illustration? Non, c'est pas question que tu vas payer ton produit plus cher, c'est qu'en étant étoilé, tu vas pas utiliser les mêmes produits. Ah d'accord, ok. Donc il y a des produits que tu veux travailler. Là, toi, tu as mangé du bœuf angus, tu as mangé du caviar, tu as mangé du chevreuil. Bah, c'est des produits qui coûtent à la base, la truffe, qui coûtent très cher. Mais je pense pas qu'il y ait un tarif majoré parce qu'on est étoilé. Ouais, non, c'est juste que la qualité de tes produits va augmenter. Tu prends pas la même qualité, tu augmentes ta qualité de produit, donc tu augmentes le coût. Ce qui est logique. Voilà. Petite question un peu personnelle, le chevreuil, c'est un chevreuil de chasse du coup? Oui. Punaise. Et on a le droit de vendre de la viande de chasse? Je savais pas. Bah après, c'est tout tracé. Nous, oui, ok, d'accord. On va pas cuisiner la viande du papy qui va venir te voir avec son... avec le 12. Mais non, nous, on passe par une centrale où tout est répertorié. C'est super noble. C'est super noble. Et ça venait d'Alsace. D'accord. Ce que tu as mangé. Ouais, non, et ce qui est fou, on en reparlera après, c'est que ça s'illustre super bien la localité et la qualité de tes produits grâce aux explications. On reviendra sur un des points qui m'a le plus conquis chez toi aussi. Il y a l'assiette en principal, hein. Mais le service, moi, j'avais jamais vu ça. On reviendra dessus tout à l'heure. Passons un peu plus sur le point de la technique. Il liste 3 choses différentes sur la technique. Les trois facteurs vont être cuisson, température et matière. Et moi, tu vois, on a le goût, évidemment, ça c'est le principal, mais température et matière, c'est des choses où on va pas trop s'attarder quand on n'est pas un étoilé. Mais toi, tu as découvert ça vendredi. Par exemple, on en parlait avant, hein, on va pas jouer une spontanéité, mais au café, je te disais, mais tu vois, moi, le fromage de vache... il est servi avec des légumes, des croûtons, c'est ça? C'est ça, ouais. Et un assortiment de plein de choses, et en fait, ça fait un chaud froid en bouche. C'est magnifique. Enfin, ça chante dans le palais, c'est incroyable. Et même, je salive. Et même à la matière, il y a du croustillant, il y a du moelleux, il y a du fondant, il y a du liquide. Dans tous les plats, c'est important de jouer là-dessus. Ça, je le faisais pas forcément au tout début parce que j'avais une cuisine qui était moins précise. Ok. Voilà, là, je me suis affirmé dans des vrais choix et après, oui, technique de cuisson, c'est savoir cuire et assaisonner, c'est la base. Donc, c'est les b.a.-ba. Bah, ça, c'est le b.a.-ba pas que d'un restaurant étoilé, n'importe quel restaurant. Même quand tu manges chez toi, tu vas te faire cuire une viande. Je la veux bleue, je me la fais bleue. Voilà, tu te la fais comme tu veux, mais après, technique de cuisson, oui, température des plats. Tout ce qui est matière, mélange des textures, ça on en a parlé aussi, c'est important. Toujours apporter un peu de mâche, un peu de surprise. Moi, parfois sur des plats, je suis même entre les différentes températures des aliments en un plat. Oui. Voilà, ça c'est comme je suis pas formaté cuisinier, moi si tu veux, je fais un peu comme je veux. Je sais que ça va marcher, mais après, techniquement parlant, moi j'ai pas une cuisine technique. J'ai une cuisine. Ça, pas dit. J'ai une cuisine qui est précise, qui est impactante au niveau des goûts, je pense. Mais moi, la carotte aura la forme d'une carotte et le goût d'une carotte. Je vais pas. T'as certains cuisiniers très techniciens qui vont te faire des choses, des préparations incroyables, des choses roulées,
Moi, c'est pas ce que je recherche. Moi, je veux quelque chose de précis et dont on va se souvenir en goût. Ouais, bah c'est réussi en tout cas pour ma part. Je sais quand même que j'ai été surpris sur certaines choses qui sont simples. Par exemple, la température des viandes, elle est plus marquante. On a une attention en bouche en fait quand on vient dans un gastronomique et qui de plus est étoilé. Déjà, on va vraiment faire attention. On a moins c'est pas la même consommation que dans une brasserie. Bien sûr. Et tu vois, moi ça m'a surpris. Je dis punaise, le chevreuil il est tiède et ça va, c'est parfait. Et je le voyais moi chaud. Souvent mon père cuisine du chevreuil. En fait, ou quoi. nous on fait des cuissons lentes, des cuissons basse température. À la lampe là, le chevreuil, c'est ça? Non, ça c'est le bœuf. Ah, le bœuf à la Ouais. lampe, ok. Le bœuf, oui, le bœuf c'est un Black Angus, donc c'est une viande qui est extrêmement persillée. Donc le but de ce plat, c'est juste de mettre une source de chaud juste dessus, et en fait de tempérer le bœuf et de faire fondre un peu D'accord. le persillé de la viande. Ce qui fait que la viande, elle est hyper moelleuse, mais elle est tiède. Ça, c'est des cas très concrets, mais si on élargit un peu plus sur tout ça, température, matière, etc. Comment tu t'entraînes? Est-ce que tu arrives toi-même à t'entraîner ou tu écoutes les retours de tes clients, d'autres cuisiniers? Non, mais nous, moi je m'entraîne pas beaucoup, je cuisine à la maison forcément pour faire plaisir à ma chère et tendre, mais il y a beaucoup de plats que je ne goûte pas. Ah bon? Punaise. C'est-à-dire que moi je vais décider de changer un plat, déjà je vais le changer quand mon resto est plein, parce que j'ai le maximum de retours. D'accord. Mais souvent, après, avec ma mémoire gustative, je sais que ça va marcher. Mais moi, le retour, c'est les clients qui me le font. Mais je fais pas beaucoup de tests. T'as des clients plus exigeants en étoilé quand t'as l'étoile? On a de tout, oui. On a une forte clientèle jeune, parce qu'ils veulent faire moins, mais mieux. Moins de restos, mais mieux. On a typiquement la clientèle d'étoilé qui va venir... chercher le cadre étoilé, la cuisine, et puis on a des clientèles d'affaires, des repas de famille, on a toute clientèle. Est-ce que les écoles, ça forme sur la technique au point où on a presque les bases pour avoir une étoile après? Est-ce que les écoles qu'on connaît, Oui. pour ne pas les citer, qui vont former sur de la gastronomie, qui des fois ont des super noms, je pense l'Institut Life, est-ce que tu penses qu'en faisant cette école, tu peux avoir des bases pour aller décrocher ta première étoile? Ah bah oui. Après, il faut quand même faire un bout de chemin, il faut se construire son expérience, il faut quand même voir plusieurs maisons. Bien sûr. Moi, si je reçois un CV où le mec il change tous les 6 mois de resto, c'est pas bon signe. C'est pas bon signe. Mais tu vois, 2-3 ans d'expérience dans un resto, Ouais. c'est indispensable quand on est jeune, parce que tu sors de l'école, t'as pas la vérité sur tout. Oui, Même bien s'ils sûr. certains pensent, moi je vois mes jeunes, des fois c'est eux qui ont raison, quoi. Ouais. C'est eux qui ont raison, mais ils sont encore là pour apprendre. Mais oui, tu as les bases. On reviendra sur le management tout à l'heure et même le fait d'embaucher les bonnes personnes, parce qu'on ne construit pas un restaurant tout seul, on doit bien s'entourer. Toi, tu as eu la chance justement d'avoir ta femme à tes côtés, tu as la chance aujourd'hui d'avoir de super serveurs, etc. Ils ont la chance de t'avoir aussi. Et j'aimerais qu'on aborde ce point tout à l'heure, parce qu'en plus, tu as la particularité, pour ceux qui ne le savent pas, d'être à cuisine ouverte. Oui. Il n'y a pas un mot plus haut que l'autre. Non. Tout le monde, et nous, on peut parler. Et du coup, ça met une ambiance très relaxée. On passe un super moment, on n'entend pas les casseroles dans tous les sens. Je me suis même dit, mais c'est pas possible, ils ont mis un coussinet en dessous des casseroles, tu sais. Non, Il y a bah pas le bruit. ça, il y a un peu de boulot à faire encore sur le bruit. Ouais. Ah ouais Mais après, c'est pas perçu par tout le monde, mais des gens qui peuvent être sensibles parce que toi, ta table, elle était à 1 mètre de la cuisine. Elle était face à la cuisine, quoi. Juste en face. On avait la meilleure table, je trouve. Mais ouais, après, il faut faire attention à ça. Mais les consignes, elles passent. Moi, je leur parle comme je te parle à toi. C'est fini, où ça gueule de partout. J'en ai vu quand même encore. Ouais. Non, mais il y en a encore. Mais voilà, moi, j'ai. Il y en a qui l'acceptent. Je suis pas fondamentalement quelqu'un qui crie beaucoup, qui dispute, mais je suis plus dans l'accompagnement, la pédagogie. Voilà, je leur passe une consigne, mais tu peux leur passer une consigne comme ça en les disputant. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Quelque chose ne va D'être pas. très ferme mais calme. Quelque chose ne va pas, c'est mal dressé, c'est pas ce que je veux. Bah, je leur dis, c'est pas ce que je veux. Ça passe mieux aussi. Je leur dis, on recommence. Mais je vais pas crier, on recommence. C'est ça. Tu te fatigues. J'ai hâte de reparler de ça tout à l'heure. Là, il y a un autre point qui est primordial, comme je l'ai dit.
Je l'ai un peu annoncé, c'est le service. Toi, ça a été quoi ton pari sur le service? T'avais du bagage là-dessus, énormément de bagage. Qu'est-ce que tu t'es dit? Tu te lances avec 14 couverts, aujourd'hui t'en as plus que ça, mais aujourd'hui c'est quoi la philosophie du service chez l'intimiste? Décontracté, précis, pertinent, et en fait c'est ce que j'explique beaucoup à mes deux jeunes en salle, Élie et Rémi, c'est qu'à partir du moment où le client va rentrer chez nous, dans les 20 secondes, il faut le scanner. J'allais te dire le même point, il a su que je voulais parler. Ouais. Il a su que je voulais plus d'explications, que j'étais friand, j'étais gourmand de... Je veux savoir ce que c'est, qu'est-ce que je mange, pourquoi je le mange, parce que c'était mon premier étoilé. Mais ça, c'est pas donné à tout le monde, parce que pour moi, c'est la plus grande qualité d'un serveur. Parce que on a le cliché, enfin moi je l'ai été, hein. On a le cliché, le gars il apporte juste des assiettes. Il sert. Bah, un serveur, c'est un bon serveur. Tu peux être interrogé sur des sujets d'actualité, tu peux être lancé sur tout. Et tu dois être capable de... Tu penses que c'est quelqu'un qui a de la culture, beaucoup, un serveur? Ah oui, bah bien sûr. Moi, Élie, c'est un puits de... C'est le grand Élie? Ouais. Fou. C'est un puits de savoir dans les vins, même dans les produits, dans non, mais tout. même plus que ça. À un moment, il m'apporte un vin et je lui dis la ville me tique et je comprends pas. Et il me dit c'est à côté de, je saurais plus te dire, oui. Parce que au bout d'un moment les vins je les oubliais. Et il me dit c'est une super belle petite ville avec une magnifique église et juste en face vous avez une petite chapelle. Je dis mais attends mais de quoi on parle là? Non, mais il est trop fort. Lui il est très fort et il est très pertinent au niveau des... Bah, c'est pour ça que je l'ai pris, au niveau des vins. C'est-à-dire que quand tu as l'expérience que tu as eu accords mets et vins, nous on fait des vrais accords. C'est de la folie. Moi je pensais faire des vrais accords avant qu'il y arrive, mais lui c'est vraiment un niveau encore supérieur. Il t'a apporté un plus? Ah bah carrément. Parce que lui tu m'avais dit qu'il avait travaillé dans une grande maison. Lui il avait travaillé chez Georges Blanc, mais pas dans le 3 étoiles, dans l'ancienne auberge. Ok. Qui est juste en face, c'est ça? Ouais, dans le village vent, de toute façon, tout est à Georges Blanc là-bas. Ouais. Mais lui, il est très très bon, très très bon. Et lui, Élie, il va goûter chaque vin. Il va revenir en cuisine goûter la sauce, il va retourner goûter son vin. Des fois, il me les écarte les bouteilles. Il me dit je peux pas servir ça. Je dis pourquoi? Il me dit c'est bon, mais on peut trouver mieux. Mais il fait pas ça sur 50 bouteilles, sinon on s'en sortirait pas. Mais si ça lui plaît pas, et s'il sent que c'est pas l'accord que lui il aurait voulu, il le servira pas. Tu penses que le profil comme tu as avec Élie, qu'on salue d'ailleurs, c'est un profil parfait pour un chef de salle d'un gastro? Bah oui, il est parfait. Je sais pas s'il est parfait. Il casse des verres quand même. Mais non, mais moi ce que je voulais c'était être sécurisé un peu en salle. Ouais. Sans quitter la salle, parce que les gens ils viennent à l'intimiste, ils viennent aussi pour bien sûr, pour le côté Jérôme quoi, mon accueil, bien mon sûr, service, bien sûr, parce que tu me vois tout le temps en salle. Ouais. Mais je voulais m'alléger, parce que les accords mets et vins maintenant on y va en quasiment 9 verres. Il faut quand même un second sur qui se reposer. Et maintenant on a même Rémi qui est venu en renfort pour le soulager lui maintenant. Oui, d'ailleurs Rémi qui est aussi très talentueux, qui a encore un travail sur l'oratoire je trouve à faire, mais qui a un puissant fond en fait de connaissances. C'est après, toujours bluffant. Rémi c'est juste un peu d'assurance qui lui manque, parce qu'il est... Il commence. Et puis il est tout jeune, il a 21 ans. Et puis je pense qu'il se rend compte que avant il était dans une restauration classique. Ok. Il avait des responsabilités, mais au final personne au-dessus de lui, donc il n'était pas encadré. Là, il est vraiment encadré par Élie et par moi. Et il vient d'arriver, donc l'assurance, il va l'avoir. Non, il est quand même très bon. Il y a quelque chose sur lequel je voulais revenir, c'est tu parlais de scan, tu sais. Tu as une expérience folle en service. Aujourd'hui, tu tiens ton propre resto. Quelqu'un arrive dans ton resto, comment tu scannes en 20 secondes, comme tu disais, si il va être plutôt dans son coin, s'il veut parler, si au contraire c'est un dîner romantique, etc. Comment tu arrives à voir tout ça? Il y a des signes qui ne te trompent pas ou c'est de l'instinct? Bah, il y a un peu de tout, mais c'est le premier contact, moi je le sens. Je pourrais pas l'expliquer, mais dans l'attitude, comment il rentre dans le restaurant, dans le faciès un peu, s'il y a des gens qui ont galéré 3 semaines, pas 3 semaines, qui ont fait 3
3 fois le tour de la place pour se garer. Ok. Je vois que eux, ils vont me dire c'est pas facile de se garer chez vous. Il est un peu tendu. Mais non, ça je peux pas te dire, mais après c'est l'expérience. Mais il y a des gens, je sais que lui, il va vouloir qu'on passe du temps à table avec lui. Il y a des gens, comme je t'ai dit tout à l'heure, ils vont venir, c'est l'étoilé Michelin, le nouvel étoilé Michelin de l'Ain, on va manger, mais lui, tu vas pas déborder, tu vas y annoncer les plats, mais je sais pas comment expliquer, mais je le ressens. Tu penses que c'est beaucoup à la posture, au non-verbal, etc. Ouais, bah t'as l'attitude, je te dis, le visage, et je me trompe rarement. Il y a quelque chose que je voulais faire un peu plus tard, mais tu m'ouvres une transition toute faite sur la clientèle. Tu sais, il y en a de plus en plus qui veulent faire leur première étoilée. Et je trouve ça super noble. On consomme mieux, on va peut-être consommer moins, mais on va consommer mieux, etc. Et c'est des gens qui ont... Aujourd'hui, les restaurants, on y va beaucoup plus qu'avant, j'ai l'impression. Moi, j'y vais beaucoup plus que mes grands-parents, le boulot aussi, mais on a une habitude de consommation qui est bien plus ample. C'est quoi les codes à avoir pour arriver, juste consommer dans un étoilé? On peut pas arriver en survêtement, tenue de sport, etc. Normalement non, mais après t'as le slogan de McDo qui dit venez comme vous êtes. Tu peux pas imposer aux gens. Dans les très grandes maisons, ils imposent des chaussures fermées, une tenue vestimentaire exigée. Nous, une étoile Michelin, évidemment qu'on aimerait que tous les gens soient bien sapés et tout, mais t'as des gens qui veulent pas faire d'efforts, mais t'as pas de... Et t'acceptes? Bah oui, t'acceptes. Ça t'est déjà arrivé? Pas trop. Ouais. Pas trop. C'est pas courant quand même. Nous, quand on est arrivé, les hommes costume 3 pièces, les femmes en robe. Ouais, ou décontractés. Les gens font un effort, c'est quand même agréable quand tu accueilles des gens qui ont une belle tenue, tu prends plaisir à les recevoir, et ça te flatte aussi de savoir que les gens se sont fait beaux pour venir chez toi. Puis c'est des gens aussi, je l'ai un peu observé, c'est des gens quand même qui sont très polis. Moi, j'ai pas vu, tu sais, avant, je me faisais une idée de la personne un peu hautaine en gastronomie, qui est très exigeant, etc. C'est des gens qui sont très ouverts. Bon, on en a un petit peu, mais c'est vrai que vendredi, c'était une clientèle plutôt jeune déjà. Ouais. Très jeune. Nous, on a beaucoup de jeunes, justement, qui font leur première étoilée chez nous. Alors attention, on n'a pas forcément tous les codes. Nous, on est atypique dans le côté étoilé. Oui. L'intimiste étoilé ne sera pas pareil qu'un restaurant étoilé à Lyon. Tu vois, tu parlais de Christian Tête-Doigt, il est étoilé, moi je suis étoilé. On a deux approches différentes. Ah, complètement. Dans le rapport avec notre clientèle et dans les codes de service, dans tout ça. Nous, je veux qu'on reste une maison où les gens se sentent bien et sans pousser le côté guindé. Je veux plus de ça en fait. Quelque chose que je voulais aussi, comme je t'ai dit, le lendemain, moi je marchais aux alentours de Poncin et moi j'aime bien parler avec les gens. C'est d'ailleurs une des raisons pourquoi je fais ce podcast. Et les gens que je croise ont deux choses: te connaissent. J'ai l'impression que tu es devenu un peu une référence dans la région et je te tire mon chapeau pour ça, parce que j'ai eu que des avis positifs. Alors que c'est pas comme s'il te croisait toi, tu sais. Là, c'est pas biaisé, t'as le vrai avis. S'il aime pas, il aime pas. Oui. Et en même temps, t'es devenu une récurrence. Moi, pour mon anniversaire, je vais là-bas. Les deux personnes, en tout cas, que j'ai croisées, j'ai fait un échantillon énorme, mais m'ont dit ça. Comment on arrive à marquer les gens? Tu penses que c'est un tout, ou il y a des petits secrets que tu peux donner à l'audience? Non, c'est un tout. Comme je te dis, moi, je veux que les gens ils se sentent bien. Ouais. Et après, les anniversaires, forcément, c'est des occasions plutôt exceptionnelles, donc ils veulent vraiment marquer le coup Bien sûr. dans un restaurant étoilé. Mais nous, comme tu l'as dit, ce qu'on a fait en 1 an et demi, nous, dans le département, il n'y avait pas eu de nouvelle étoilée depuis 8 ans. Donc forcément, ça a beaucoup parlé au niveau de la presse, au niveau des journaux locaux, ça a beaucoup parlé de nous, donc les gens nous connaissent maintenant. Mais après, il n'y a pas de secret, c'est rester soi-même et ne pas se moquer des gens. Parce que quand tu affiches un certain prix, il faut que les gens, il n'y a rien de plus désagréable que d'être déçu au restaurant. Et moi, je ne veux pas me moquer de mes clients. Tu vois, on parlait de la qualité des produits. Là, par exemple, le menu actuel, c'est un menu qui flambe avec la truffe, avec le chevreuil. Plus on va approcher des fêtes,
Mais voilà, mais je veux pas baisser ma qualité et je veux continuer à gâter mes clients. Tu le fais très bien parce que, bon, je mettrai ta fiche Google et ton site internet dans la description. Les gens qui laissent des avis, moi je m'attendais à des gens qui avaient encore plus de demandes, qui n'allaient pas te louper. Peut-être, en tout cas, tu as des très 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 bons avis. Oui. Aujourd'hui, les gens, l'avis qui revient le plus, certes c'est un prix. Le menu moyen, je crois qu'il est à 130 €, c'est ça, par personne. Le soir, il est à... si tu fais un ticket moyen, oui, t'es à 130 €. Okay. Si tu fais le milieu entre la formule déjeuner le midi qui est à 60 et le très grand menu qui est à 190, voilà, si tu fais une moyenne... T'es à peu près par là. Et les gens disent, oui, certes, mais t'en as amplement pour ton argent. Alors que des petites brasseries qui vont servir un tartare à 18 € et qui est pas top, il y a plein de nerfs ou quoi, ils se font pas louper. Mais moi, à deux pas de mon restaurant, tu manges entrée, plat, dessert, t'es au-dessus de mon premier menu à moi. Hein. Et pourtant, tu manges pas pareil. Et on travaille pas les mêmes produits. Et non, c'est pour ça, les gens, s'ils reviennent, on a quand même un gros noyau de clients habitués. Ouais. C'est qu'ils savent qu'on se moque pas d'eux. Quoi. Ouais, complètement. Donc, pas de secret pour marquer les clients, c'est un tout. C'est la qualité fondamentale de ton restaurant. Ouais, c'est l'accueil et la qualité de ce qu'on fait. Mais l'accueil est important. Ils te connaissent tous, hein. Ils me parlent de Jérôme aussi beaucoup. Ils me parlent de l'intimisme, mais ils me parlent beaucoup aussi de Jérôme. Bah, je sais qu'il faut pas que je perde ce côté... j'ai pris des personnes responsables en salle, mais je sais que les gens veulent continuer Bien sûr. à me voir en salle. Faut pas que ça soit d'un coup. Et puis je pourrais pas m'en passer non plus parce que quand on est un peu moins bien ou un peu fatigué, bah, c'est vers eux qu'on puise l'énergie. Il y a un autre point que je voulais aborder. Le prochain, on va parler un peu plus de l'ambiance. J'ai une question un peu légère qui pourra nous introduire ça, mais est-ce qu'on peut rire dans un étoilé? Est-ce qu'on peut vraiment rire aux éclats dans un étoilé ou il faut quand même une ambiance un peu plus... Non, il y en a qui... Oui, ça rigole beaucoup. Ouais, c'est ce que j'ai vu moi. Il y a des gens qui essaient de se contenir un petit peu, mais des fois, oui, il y a des gens qui rigolent fort ou... Il faut, de toute façon, c'est un lieu de convivialité, c'est un lieu où on doit se sentir bien. Donc, toi, c'est quelle ambiance que tu as essayé de mettre dans ton étoilé? C'est quoi la vision que tu avais? Moi, je pourrais la décrire après, mais initialement, c'est recevoir des gens comme je les recevrais chez moi. C'est-à-dire simplement et de manière conviviale. Je veux pas le côté guindé, j'en veux pas. C'est très bien réussi. J'ai assez donné. Là-dessus, moi, il y a des restaurants dans lesquels j'ai travaillé, c'était grosse brigade en salle. Chacun avait un rôle bien précis. Moi, si je voyais qu'il manquait du vin à une table, j'avais interdiction d'y aller. C'était pas ton rôle. C'était pas mon rôle. D'accord. Et ça, je voulais pas que ça se reproduise chez moi. Je veux que les gens se sentent bien. Oui, un monsieur va se resservir du vin. Il devrait pas. Mais bon, c'est pas la fin du monde. Je veux qu'on se sente bien. Ouais, c'est bien ça. Moi, j'ai fait d'autres restos. Il n'y a pas de mal à dire ça, hein, mais tu vois, c'est plaisant la première fois quand je suis allé chez Tête d'Oie, même si c'était à la brasserie. D'ailleurs, je remercie encore Jordan, il m'y a invité. Encore une fois, j'aurais pas pu, je pense, m'offrir ça. Mais pour le coup, on a un serveur à côté de soi qui presque attend. Oui. Il sert 2-3 tables et on a un espèce de piquet. Bon, nous, ça va parce qu'on était un peu plus... ça s'y prêtait. On parlait avec lui, je lui posais 8000 questions. Limite, à la fin, il prenait un verre avec nous. C'est ce qu'il a fait quand Christian nous a rejoints. Mais tu vois, sous certaines intentions, si j'avais été avec ma copine, j'ai pas envie qu'il y ait un mec qui reste comme un piquet à côté. Ouais, mais ça existe encore. Ça existe moins. C'est moins... Maintenant, de toute façon, le monde de la restauration, il a énormément évolué. Maintenant, les gens, nous, à l'Intimisme, ce qu'on veut créer, c'est... En fait, on est en représentation 2 fois par jour. C'est-à-dire que les gens, ils viennent assister ils viennent manger, mais il y a tout ce qui se passe autour. Ça bouge en cuisine, ça vit en cuisine. Moi, je parle tout le temps à mes jeunes. Tout le temps, même pendant un service, pour les encadrer, pour leur mettre le tempo du service. Mais maintenant, il faut que le lieu y vive et que les gens ils veulent plus s'ennuyer au restaurant. Je trouve que ton nom porte très bien, enfin ton restaurant porte très bien son nom.
l'intimiste. Et moi, j'avais un peu peur, pour tout te dire, que ça soit un peu trop guindé et tout. Non, j'ai pu avoir des conversations avec ma copine comme j'aurais pu les avoir en randonnée ou dans notre salon ou je ne sais quoi. Et ça fait du bien, en fait. C'est parce que tu te sentais bien. Ouais, c'est trop bien. Ça, j'adore. Et j'espère, bon, tu m'as dit que non, mais j'aime bien retrouver ce côté intimiste dans un étoilé. Et c'est une grande occasion. Mais c'est pas pour autant qu'on doit être la queue pour le plat. On doit aussi pouvoir se relâcher. Ah oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. J'adore ça, moi. Est-ce que... Ah, petite question légère. Est-ce qu'on peut tutoyer un client ? Non. Sauf si c'est un ami ou Oui. quelqu'un de très habitué, mais faut, voilà, quand je dis convivial et tout, faut quand même garder une distance. Bien sûr. Séparer le côté client et serveur. Moi, je pense que Ellie ne tutoiera jamais un client déjà. Mais il y a une cordialité. Sans que je lui dise. Oui, bien sûr. Sans que je dis Ellie, attention. De lui-même, il y a quand même la barrière client et service. Bah, après, quand tu reçois des amis, moi j'ai des clients habitués qui me connaissent depuis 15 ans, ils me tutoient, je les tutoie. Mais et à contrario, il y en a qui ne se gênent pas côté client, que je connais ni d'Adam ni d'Ève, mais parce que je suis sympa, il y a des clients qui vont me tutoyer. Ah ouais ? Mais moi je vais pas les tutoyer en retour. C'est un peu bizarre. Bah, c'est le côté chef qui est sympa et tout, et t'en as, ils prennent pas peur, ils te tutoient, comme si je les connaissais. C'est fou. Moi, je comprendrais moi, je suis jamais trop ça. d'ouvert là-dessus, mais voilà. Ah, mais moi aussi. Moi, beaucoup. Les gens que je connais pas. Moi, je le propose toujours avant le podcast. Je crois que t'es la 3e, 4e personne à qui j'ai pas demandé. On se voit parce qu'on se tutoyait déjà avant. Mais pour des gens comme Christian Tête-Doigt, pour des gens comme Christophe Marguin, etc., toujours je demande. Ouais. Et il y a des gens que ça choque pas. Mais tu vois, à l'inverse, quand je tutoie et que je fais pas un avertissement avant, attention, oui, c'est Christophe Marguin, oui, c'est Christian Tête-Doigt, oui, je ne sais quoi, mais on s'est autorisé à se tutoyer avant, les gens te disent, même sur les extraits shorts, oh, tu tutoies, un minimum de respect, ce serait de le vous voyez. Et je suis d'accord avec eux, juste ils n'ont pas le contexte. Toi, ça me choque qu'il y ait des gens qui disent, ça arrive, si tu bah, ça arrive assez souvent. Mais bon, après, moi, des fois, je fais semblant de pas entendre, tu vois, je continue ma discussion, mais de vous voyez. Mais en soi, ça me dérange pas, mais les gens prennent beaucoup de liberté là-dessus. Un des points les plus essentiels, un des points dont tu m'as le plus parlé, parce que moi je voulais parler nourriture, service, mais il y a quelque chose sur lequel tu mets beaucoup tu mets beaucoup l'accent dessus, et ça se voit directement, c'est le recrutement. Tu recrutes beaucoup de jeunes, énormément, qui sont d'un impliqué fou. C'est simple, tu vas venir déconstruire toutes les peurs que pourrait avoir un gérant de restaurant à recruter des jeunes. On a des personnes avec un professionnalisme fou. On a des personnes avec une culture folle, une écoute folle, très peu d'égo. Ok, tu me dis que c'est pas bien. Ok, pas de souci, on reprend. Et en fait, si tu me dis qu'il a 35 ans, tu rajoutes un peu de barbe ou je ne sais quoi, et ben je te croirais. Et comment tu fais pour aussi bien recruter ? Après, déjà, nous, chaque personne qui va mettre un pied chez moi va faire un essai sur un week-end. D'accord. Où je demande pas forcément grand-chose, je veux juste savoir si y a de la motivation et si ça percute. Toi, si ça comprend. Je demande pas qu'il soit hyper actif dans le service où j'attends rien à part ces deux critères, la motivation et savoir si il comprend les consignes. Ok. À partir de là, après, ils ont des formateurs moi je suis là au quotidien avec eux, mais quand ils sont à l'école, que ce soit au CECOF ou à la MFR de Ballan, ils ont des cadres qui sont quand même des enseignants qui sont bons. Mais après ça se construit, moi, celui qui a le plus de bouteilles, qui va être mon futur second l'année prochaine après son diplôme, il est arrivé, c'était un bébé, il était il a tout appris. Il était plus hésitant, maintenant il s'est affirmé, et moi à cet âge-là j'étais pas de ce niveau-là. Paul qui est avec moi en cuisine là depuis longtemps, lui il va être très très bon, donc lui je vais le garder un petit peu, pas trop longtemps, parce que ce serait pas lui rendre service, faut qu'il construise, on en parlait tout à l'heure, construise sa carrière. Bien sûr. Mais jeune à cet âge-là,
Moi, j'étais pas comme ça. Mais après, il y a eu quelques apprentis qui n'ont pas collé parce que ça collait pas. Je peux pas, ouais. Mais voilà, faut prendre le temps aussi. Ok. Parce que maintenant, j'en ai quand même 3, 4 en cuisine. D'apprentis Oui, parce qu'ils n'ont pas les mêmes semaines d'école. Donc pour en avoir 2 avec moi, je suis obligé d'en avoir 4. Mais voilà, il faut qu'ils se construisent. Moi, j'ai un jeune Guinéen, ça fait 6 mois qu'il est en France. Il sait rien faire. Il est première année CAP cuisine. Mais par contre, quand il est venu me voir avec son éducateur, il m'a montré qu'il voulait venir. Tu vois ce que je veux dire? Et pourtant, j'aurais pu me dire, je vais reprendre un apprenti, il va me prendre beaucoup de temps. Mais par contre, il était hyper motivé. Donc, je vais pas le laisser à la porte. Tu m'étonnes. Donc, et il progresse à vitesse grand V. Il faut prendre le temps de leur montrer les choses. Il faut qu'ils prennent le temps de comprendre les choses sans qu'on leur répète. Mais la transmission, c'est la future relève. Et ça se fait beaucoup sur l'expérience. Tu m'as pas encore parlé de CV. Tu t'en reçois des CV? J'ai reçu des CV uniquement en salle parce que c'était mes seuls besoins. Ok. Puisque j'ai toujours travaillé avec l'apprentissage. Ok. Donc on a les écoles autour qui nous sollicitent. On n'a jamais eu de mal de trouver du personnel en apprenti. Mais on reçoit plus de CV depuis qu'on est étoilé, oui. D'accord. Ouais, mais après, je ne donne pas suite parce que déjà, on n'avait pas la structure actuelle. Là, on refait des travaux pour agrandir un petit peu parce que maintenant, on a justement ces 2 personnes en salle qui me permettent de me dégager du temps en cuisine avec mes jeunes. Mais pour l'instant, je recherche personne en cuisine puisque mon futur bras droit est déjà là. Donc, c'est quoi t'as des règles d'or pour recruter quelqu'un? Par exemple, peut-être que tu vas me dire, s'il est passé par un étoilé, c'est pas mal. Attention, ça par contre, je mets beaucoup d'attention si il a fait 3 mois dans 3 restaurants différents. Ça, c'est rédhibitoire. Ça, c'est, De quoi? S'il reste peu de temps dans un resto, Ah ouais? sans le justifier. Moi, je suis pas resté longtemps chez Guy Lassauzet, mais c'était un autre problème. Oui, Pourtant, il peut avoir une raison valable. Pourtant, sur mon CV, on le voit, ça. Oui. Mais l'expérience, elle est préférable, puisque c'est quand même assez codifié, même si nous, on met un peu tout ça de côté. Mais l'expérience, la présentation, quand même. Comment il présente lui-même? Oui, comment il présente ou comment il va se comporter pendant un entretien, si il sait s'exprimer, si tu vois, toutes ces choses-là. Bien sûr. Et là, en cuisine, ce qui est important pour les jeunes, c'est de savoir se tenir devant des gens. D'accord. Oui, surtout dans ta cuisine, quoi. Cuisine ouverte, voilà, faut toujours garder une posture droite et tout. Tu vois, cette semaine, j'ai eu mon fils en stage. Oui. Et je sentais que dès qu'il était fatigué, il avait du mal à se tenir, à rester debout. Je dis non, en cuisine devant les gens, il faut rester bien droit. Et je dis pareil aux autres jeunes. Il faut avoir une posture, il faut être organisé, il faut travailler proprement, parce que nous, tous voient, sans trop de bruit. Ouais. Mais voilà. Mais des CV, oui, on en a quand même quelques-uns. Ok, d'accord, je vois. Tu sais, nous, on a quand même une bonne partie de notre audience qui est très intéressée par l'entrepreneurial, le côté entrepreneurial. Est-ce que, pour des raisons, moi, qui me paraîtraient évidentes, mais tu peux dire pour quelle raison c'est très avantageux aujourd'hui d'avoir un apprenti, au-delà du côté formateur. Toi, t'as des charges dessus, t'as beaucoup de charges ou non? Forcément moins. On est d'accord. On a des aides, on a forcément les salaires d'apprentis, c'est pas des salaires de commis ou autres. Et puis tu le payes presque son super brut. Ouais, on est d'accord. Donc ça, c'est à notre échelle. À notre échelle, quand on a démarré, c'était impossible qu'on emploie quelqu'un. C'est pour ça que j'ai démarré avec mon épouse. Et une apprentie. Et un apprenti. Ah, je croyais que c'était une autre. Non, c'était le fils d'Isa, mon beau-fils, qui a travaillé un petit peu avec nous, qui a bien grandi maintenant. Et donc ça, forcément, c'est indéniable. C'est un avantage, mais il faut bien les former. Parce que le but d'un bon apprenti, si tu le formes bien, c'est de le garder. Oui. Moi, tu vois, Paul, il va rester avec nous 2 ou 3 ans, je pense. Mais ça m'aurait vraiment fait de la peine qu'il
qu'il finisse son apprentissage et qu'il aille ailleurs. Parce que c'est pas que je veux pas renforcer mes concurrents, mais quand tu as quelqu'un de bien et qui connaît la maison Tu l'as formé et qui est vraiment en adéquation avec ce que tu fais, faut le garder. Donc, si je comprends bien, on a des avantages qui sont... déjà, tu as quelqu'un peut-être de très motivé, comme de partout. Hein. Oui. Ils répondent peut-être aux mêmes avantages. Les inconvénients, c'est que il faut pas oublier qu'il va demander peut-être plus de temps de formation, qu'il faut le suivre, etc. Oui, ça demande... moi, parfois, j'ai des journées, je rentre à la maison, j'ai Isa... J'ai dit, en fait, c'est pas mon service qui m'a fatigué, c'est les jeunes. Les jeunes, toujours derrière eux, toujours à répéter des choses. Des fois, c'est épuisant. c'est vraiment épuisant. J'ai l'impression d'avoir 5 gamins en plus. Bien sûr. Donc, ça prend beaucoup d'énergie, beaucoup d'énergie. Mais après, c'est un choix. Donc, à partir de là, il faut l'assumer, quoi. Il faut l'assumer et prendre le temps de répéter les choses. Mais bon. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Tu as une équipe qui est très très jeune. C'est quoi aujourd'hui les différences qui vont être faites entre ta génération et par exemple la mienne? Ta moyenne d'âge, elle doit être à peu près à 25 ans, c'est ça? Avec moi? Ouais. Ah bah non, en cuisine, il y a Ibrahima a 16 ans, le plus âgé c'est Mathis qui a 23. Paul, il vient d'avoir 18 ans. Ouais, donc elle est bien en dessous de ça. J'ai une petite en salle que tu n'as pas vue parce qu'elle travaille que le midi. Oui, Roxane, qui vient d'avoir 16 ans. Non, c'est très très jeune. Et c'est quoi les différences de cette génération? Comment dire? Comment on est Non, c'est... Enfin, moi, quand je suis arrivé... Moi, j'ai pas fait d'apprentissage. Moi, je suis arrivé dans la vie active après ma formation, donc j'ai travaillé tout de suite. Ok. Maintenant, ils sont quand même un peu plus à la cool. Tu vois, il n'y a jamais de choses qui sont très graves pour... Tu vois, les détails, pour moi, c'est un métier de détail. Pour eux, il y a des choses qu'ils comprennent pas, ou pour eux, c'est pas important. Ok. Et ça, la jeune génération, elle a du mal à... Quand je te dis qu'il y en a certains qui pensent qu'ils ont déjà tout fait, mais c'est le cas. T'accueilles des personnes qui sortent de formation et qui se prennent pour Paul Bocuse. C'est ça. Ah ouais? Ouais. Mais bon. Heureusement, ils ne sont pas tous comme ça. Non, ils ne sont pas tous comme ça, mais on en parlait tout à l'heure quand tu me disais, est-ce que quelqu'un qui sort de l'école a les outils pour être étoilé? Alors oui, il a les bases. Ouais. Mais il faut travailler, il faut bourlinguer, il faut faire parfois des erreurs dans des choix de maison, mais non, elle est un peu, comment je pourrais dire, nonchalante la génération actuelle. Un peu moins, ouais. Ok, d'accord. Un peu moins le détail, un peu moins impliqué. Ok, d'accord. Voilà. Quelque chose que je voulais voir avec toi, c'était la différence. Tu embauches, tu m'as dit que tu n'avais pas de tabou, si tu veux pas l'aborder, tu me dis on coupe, il n'y a aucun souci. Ouais. Mais c'est la différence salariale. Il y en a beaucoup qui disent oui, mais la restauration, personne ne veut y passer parce que c'est très mal payé, etc. Il y en a beaucoup qui disent qu'il faudrait aller dans les milieux un peu plus... les saisonnalités, tu sais, donc au ski ou à la plage pour être mieux payé. Est-ce qu'on est un peu mieux payé, un peu mieux rémunéré quand on est dans un gastro et qui de plus est étoilé? Est-ce que ça ouvre d'une plus de portes? Est-ce qu'on a un meilleur salaire? C'est quoi les avantages à... Alors, j'ai 2 cas concrets actuels. Ok. Sans faire offense ni à l'un ni à l'autre. Bien sûr. Moi, j'ai quelqu'un qui est arrivé sans le côté avoir fait le côté gastro. Ok. D'accord. Ok. Qui est Eli. Oui. Je dis, ce gars-là, quand je l'ai eu à l'entretien, je te dis, moi je pensais qu'il gagnait bien sa vie là où il travaillait avant. Groupe blanc et tout, responsable et tout. Ouais, il y a de la renommée. Et je me suis dit... Et il était responsable? Ouais. Ok. De salle? Ouais. Ok. Et je dis, j'ai Isa, je dis dans ma tête, et j'en ai parlé avec Isa, je dis, ce gars-là, jamais on va pouvoir l'attirer chez nous. Ce gars, il me paraît très bien. Et après, j'ai demandé ce qui touchait, il m'a dit ce qui touchait. Et là, j'ai fait un ouf de soulagement. Donc, je me suis aligné sur ce qu'il gagnait. Mais par contre, j'ai dit à Eli... On peut donner une fourchette? Une fourchette, hein, aussi large soit-elle. On est en dessous de 2000, au-dessus de 2000, au-dessus de 4000. Tu vois ce que je veux dire? Lui, il était en dessous de 2000 euros.
Ah ouais? En dessous de 2000 euros. Responsable de salle. Ouais. Bon, c'est l'auberge blanc, mais c'est blanc quand même. Ouais. Putain, Et j'aurais quand je te jamais dis en dit. dessous, c'est. Ouais, c'est. En dessous. En dessous. On parle en net. Ouais, on parle en Ouais, net. mais bon, tu fais pas 35 heures sur le papier. Enfin, Non. rares sont les 35 Non, heures. mais après, moi, j'ai toujours attaché beaucoup d'importance au mérite. Bien sûr. À partir où tu vas m'apporter quelque chose, Mhm. bah là, on va pouvoir commencer à parler de salaire. Et d'augmentation, etc. Moi, j'ai une personne qui a travaillé chez moi qui me demandait plus que ce que je donne actuellement à Eli. Et Et Mais Eli, il a vu sa rémunération bien augmenter parce que c'est ce qui était convenu, parce qu'il m'apporte une vraie plus-value. là, il est au-dessus de 2, entre 2 et 4, en des grosses fourchettes. Il est Hein, entre c'est juste... 2,5 et 3. Ouais, c'est plutôt Donc- très raisonnable. Pour lui, c'est bien. Mais encore une fois, il faut que tu m'apportes quelque chose. Parce que si tu travailles avec moi et qu'au final, le boulot il n'est pas fait ou le suivi Bien sûr. du client n'est pas fait, Bien sûr. et moi, on m'a réclamé le salaire actuel d'Eli alors que il n'avait aucune expérience, ce jeune. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et heureusement qu'on a mis Léo là et qu'on a décidé de faire une proposition qui était plus basse, parce que ça me donne raison actuellement. Je sais plus qui disait ça, mais il disait de miser, de demander des hausses de carrière et que le salaire venait avec, et pas des hausses juste de salaire. Il y en a beaucoup qui sont commis et demandent beaucoup. Tout le monde veut gagner sa Ouais, vie bien sûr. très confortablement. Tout le monde veut passer sa vie très confortablement. Ne pas regarder la facture est un luxe que je connais pas encore, mais j'imagine que c'est un luxe fou. Après, faut le mériter. Comme tu as dit, Non, il faut apporter assez. Ouais, oui, il faut le mériter. Moi, quand j'ai commencé ma carrière à Lyon, je touchais 1500 euros. Tu penses que si, quand tu as eu l'étoile, il y en a qui t'ont demandé des... quand tu as eu l'étoile, pardon, il y en a qui t'ont demandé des augmentations ou pas? Non, Non? personne. Ok. Bah, de toute façon, moi, quand j'ai été étoilé, j'étais avec Isa, une apprentie. Ouais, donc... On était 3. ok. Et non, après, c'est aussi gratifiant pour eux d'avoir vécu ça. Mais après, je sais très bien que, par exemple, mon jeune qui va sortir de cuisine, il aura déjà un bon salaire. Parce que je sais que lui, C'est quelqu'un que tu as formé, que j'ai formé, et je sais qu'il répond à mes attentes. Paul. Paul, ouais. Et imaginons, ouais, c'est peut-être que je te mets dans la merde, mais tu me dis, imaginons, il va sortir de l'école, il pourra, dans un étoilé, il pourrait s'attendre à combien à peu près? Nous, il peut s'attendre à... Si c'est pas chez moi, Chez toi ou pas chez toi? si c'est pas chez moi, il touchera un SMIC pour démarrer. Ah ouais? Ah bah oui. Parce que les autres, les personnes, Parce qu'ils savent pas ce qu'ils les veulent. personnes qui vont l'embaucher, ils vont dire c'est un gamin qui sort de l'école. Ouais. Alors, moi, j'ai eu le cas aussi concret dans ma famille de mon beau-fils qui ne savait pas combien réclamer en salaire. Tu vois? Parce qu'il osait pas. Ouais. Donc, Et chez toi, ce Paul, il pourrait estimer, pareil, des grandes fourchettes, c'est déjà excellent ce que tu fais, ça permet de donner une moi, idée. je pense que Paul, il va démarrer à 2000 euros. Ok, en net. Ouais. Sortie d'école. Ouais. C'est déjà pas mal. Parce que je sais qu'il les vaut. C'est énorme. C'est cool que tu puisses faire ça parce que tu vois. Et avec une évolution comme Eli, hein, j'ai dit Eli, il y a des paliers. Retour sur investissement. Il y a des paliers, on est performant, le restaurant tourne, on fait du chiffre. Bah, c'est normal que eux, ils soient payés à leur juste valeur. J'ai la même manière de fonctionner, moi, dans ma boîte à titre perso. J'ai l'impression que ça se fait de plus en plus et c'est l'entre-deux parfait. Mais c'est très. Je te remercie de prendre position là-dessus, sans tabou. Parce que je sais qu'en France, c'est toujours un peu complexe. On n'aime pas parler d'argent. Oh là non, on te jette des pierres si tu le fais, c'est pas bien. Mais du coup, on se retrouve dans la même position que ton beau-fils, où bah, on sait pas quoi faire. Ah oui. On a des fourchettes super larges. À un moment, bah, si on sort de cuisine et on a fait, je sais pas, 3 ans dans un étoilé en alternant, on va être payé SMIC. Alors que dans le même, on nous propose 2000 euros. On se dit, mais attends, il y a un gap, qu'est-ce qui va pas? Et là, tu apportes des explications Parce claires. que moi, je le connais, Paul. Oui, parce que tu sais ce qu'il vaut. Et il en a encore sous la pédale. Hein. Et à juste titre, un Paul que tu connaîtrais pas postule chez toi, le même profil, tu sais pas ce qu'il vaut, sortie d'école, peut-être qu'il Tu sera prends un pas risque, tu prends... Bien sûr. Ouais. Et comme tu dis, c'est aussi de la formation, il est à cette première année pleine, c'est aussi compliqué. Tac.
Aujourd'hui, tu penses que c'est plus... Si on continue sur cette niche-là, entrepreneuriale, c'est plus rentable d'avoir un gastro ou d'avoir une brasserie? J'entends de tout. Ouais, mais bah, ça dépend. T'as souvent des gastros qui ont une brasserie parce que le gastro tourne pas. C'est le principe d'une brasserie. Une brasserie, c'est faire du volume pour parfois éponger le gros navire qui tourne moyen. Bah, c'est le cas de Tête d'Oie, il le dit transparent. Ah oui, mais il n'y a pas que Tête d'Oie. Il y a beaucoup de restaurants qui font ça. C'est fou, il est complet sur 2 semaines, il n'arrive pas à tirer de la rentabilité. Et moi, il m'a dit 50%. Oui, mais je dirais pas les chiffres, mais ça part beaucoup en charge. Chez Monsieur Christian Tête d'Oie, ils sont combien à bosser? Mais c'est démentiel. T'as des brigades, nous on fait beaucoup de restos avec Isa. T'as des brigades, mais ils sont une étoile Michelin comme nous. Ouais. Ils peuvent être 25 en cuisine, C'est ce que j'allais te dire. 15 en salle. J'ai dit, arrêtez de vous plaindre que vous n'arrivez pas à tirer de rentabilité ou autre. Nous, on n'est pas très grand, mais nous, c'est un resto qui tourne et qui est rentable. Bah, il le disait à ta place, quand il était assis à ta place. Aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué en France. Si tu veux embaucher, lui, il a vraiment une ferveur. Moi, c'est quelqu'un que j'apprécie, hein, je l'ai toujours scandé haut et fort. C'est niveau humain, il porte beaucoup d'attention sur la transmission. Mais cette attention-là, ces valeurs-là, sont antinomiques avec la rentabilité aujourd'hui en France. Ouais. Si tu prends des alternants, c'est un risque immense. Ça va te prendre l'avant du cerveau, là va être chaud. Mais c'est un des seuls moyens de ne pas te faire surimposer aujourd'hui. Non, mais c'est sûr. C'est triste. Ouais. Mais après, moi, je pense que ces grandes maisons peuvent faire le même travail avec 2 fois moins de personnel. Et ça, j'en suis convaincu. Parce que dans ces grandes maisons-là, que j'ai connues, hein, quand tu vois que pour dresser une assiette, t'en as un qui met la pluche, t'as l'autre qui met le légume, Non, mais c'est ça. Hein. Nous, quand on dresse une vague de plats, on est 2 à dresser les plats. Dans ces maisons-là, ils sont 8 autour du pass. Chacun fait son truc. Alors que je pense que... Je pense que c'est un peu bullshit. C'est un peu trop, quoi. Enfin, c'est mon avis, hein, après. Oui, bien sûr. Moi, je trouve que c'est pas forcément très productif. Et pourrait faire le même travail avec beaucoup moins de personnel, je pense. Moi, tu me l'avais dit. Oui, moi aujourd'hui, je gagne bien ma vie, c'est bien. Enfin, t'es pas un salaire de footballeur, je ne sais quoi, mais ça me fait plaisir d'entendre que ouais, il y a des personnes qui sont démenées toute leur vie, qui ont monté leur propre resto, qui ont eu l'étoile et qui arrivent à bien gagner leur vie. C'est de la folie et les gens ne se rendent pas compte ce qu'on doit verser sur un salaire. Déjà, on paye 20% de TVA qu'on récupère, etc. Mais bah là, tu vois, moi, je suis venu chez toi. La TVA, tu m'as invité, je le dis. Mais la TVA, si j'étais venu en perso, je la récupère pas. Bah oui. Donc, il y a déjà 20% de l'addition où toi, tu dis au revoir. Et quand tu payes un salaire, aujourd'hui, tu peux donner une mesure. Imaginons, moi, je viens chez toi, je te demande 2 000 € net. Combien tu vas me payer à la fin du mois en CDI? Combien tu vas débourser pour me verser Ouais. Bah, 3 009. 3008, 3009. x2. Ouais, quasiment. C'est de la folie. C'est de la folie. C'est incroyable. Ouais, c'est vrai que c'est aberrant. Et moi, ça me fait mal au cœur quand je vois des restos qui mettent la clé sur la porte de ces causes. Mais bon, qu'on se recentre un peu sur l'étoile. J'ai plein de petites questions à te poser, dues à mon expérience, dues à l'étoile, dues à toi, ton expérience aussi. Tu sais, moi, j'ai vu plein de petits plus dans l'étoile. On me donnait des instructions de dégustation. Tiens, ça se mange verticalement. Mais on m'avait jamais dit ça. Est-ce que c'est pensé? Comment tu fais pour construire un plat? Un plat, il y a toujours une belle mâche, toujours, parfois chez moi, des mélanges de température. Ok. Il faut de la texture, du croquant, c'est pas une légende, hein, l'Ignac qui dit qu'il faut du croquant partout, mais il faut ces choses-là. Ouais. Et quand on explique que tel ou tel plat doit être mangé de cette façon, c'est pas qu'on prend les gens pour des neuneux, mais quand tu dresses un plat, moi sans que je te le dise, tu devrais comprendre que s'il y a 3 trucs les uns sur les autres, c'est pas pour que tu manges ce qu'il y a comme le bœuf angus par-dessus, voilà. Avec le caviar au-dessus. Voilà. Tu comprends, c'est comme un hamburger, tu vas pas manger le pain puis... Oui, mais pourtant, ça peut paraître idiot, mais c'est pour ça qu'on explique aux gens. Ah, il y a des gens qui comprennent pas? Bah, il y a des gens qui font pas ce que... Et le rendu du plat est différent.
C'est pas du tout pareil. Si tu Complètement. as un truc sur le dessus, un truc en dessous qui est hyper fort, et que tu gardes le truc hyper fort à la fin, bah, le plat, déjà, il a plus d'intérêt. Et surtout, il a pas la même résonance au niveau du goût. Il y avait une assiette pour chaque plat. Tu penses que c'est un petit plus que va faire un étoilé que... Des assiettes particulières, Ouais, différentes. ouais. Bah ça, moi, j'attache une importance parce que j'aime bien la belle vaisselle et les arts de la table. Mais oui, c'est important. Il y a un effet waouh. Hein. Un bel écrin pour un plat, c'est... Écrin. Ouais, un écrin ou C'est un synonyme d'assiette? une belle vaisselle. Oui. Ok, je savais pas. D'accord, très bien. Mais oui, c'est important. Moi, il y a des assiettes que j'ai dessinées et créées spécifiquement pour des plats, notamment le plat d'escargot. Cette belle assiette verte en verre où tu as l'impression de remettre un peu l'escargot Avec la truffe. dans son environnement. Oui. C'est de la folie ça. Donc, ouais, c'est important d'avoir de la belle vaisselle, c'est forcément un plus. Mais après, on parlait d'argent tout à l'heure. La belle vaisselle coûte très cher. Une assiette en verre comme tu as eu pour l'escargot, c'est, je sais plus, ça va être 60 € hors taxe. Donc, L'assiette. L'assiette. Ouais. Et sachant que comme c'est un artisan verrier, il n'allume pas son four pour faire une assiette. Ouais. C'est ce que j'explique Parce que c'est fait main. Bah, c'est fait main et puis le four, faut le rentabiliser. Quand tu Donc c'est des séries de 15-20. Donc c'est pour ça que c'est important de... La vaisselle elle est importante, mais en prendre soin c'est hyper important aussi. Il y a quelque chose d'autre qui est très important, c'est l'accord mets-vin. Oui. Chez toi, c'est primordial. Essentiel. C'est une vraie... Alors le vin n'est jamais la star, mais le vin doit vraiment venir souligner le plat. C'est-à-dire qu'il ne doit pas dominer ce que tu as en goût dans l'assiette, il doit juste le souligner. Bah, tu sais qu'il y a des vins que je m'amusais à boire avant le plat, et je les trouvais super forts. Je me dis, putain, il est sec lui, c'est ça, sec, c'est un peu rugueux. C'est ça. Je déguste, et je reprends le vin, et je me dis, mais c'est parfait, c'est incroyable. Et du coup, c'est hyper important, et encore une fois, là-dessus... Elie, il est vraiment très, très pertinent dans ce qu'il choisit. Et il a tout de suite compris ma cuisine. Et il n'y a pas de secret, il goûte beaucoup. C'est ça, en fait. S'il y a un secret, c'est ça. Et c'est le palais aussi. Ouais. Bah, plus tu goûtes, plus tu développes ton palais, ce qui est logique. Et après, bah, toi, plus tu vas faire de resto, et ben, plus tu vas te créer ta mémoire gustative. Et plus tu vas apprécier les choses. Parce que moi, je connais les basiques. Je sais qu'avec des fruits de mer ou des crustacés, souvent, on va recommander un vin blanc bien sec. Je vais connaître les accords basiques des Côtes-du-Rhône, par exemple, etc. Mais là, j'ai eu vraiment une variabilité dans les vins et dans ce que je pouvais avoir en bouche qui suivait super bien les plats. Après, il peut aussi y avoir ce que moi j'appelle des accords de contraste. C'est-à-dire où tu vas aller à l'opposé de... C'est bizarre parce que ça va contredire ce que j'ai dit avant, mais bien sûr. Tu vas aller à l'opposé de... Tu vois, par exemple, un foie gras. Oui. Toi, tu te dis, qu'est-ce que tu sers Tu bois quoi pour les fêtes avec du foie gras? En général, tu bois un vin sucré. C'est ce que j'allais te dire, ouais, quelque chose de très rond. Et ben, moi, je trouve que ça va pas ensemble, par exemple. Pourquoi ? Ça prend le dessus ? Bah, parce qu'à foie gras, donc c'est forcément un peu lourd, tu vois. Bien sûr. Un vin sucré, c'est lourd aussi, ça te tapisse le palais, ça te charge ton palais. Tandis que si tu fais un contraste avec un vin blanc finalement sec, et ben tu verras que tu vas casser le gras du foie et que tu vas avoir un accord qui va être parfait. Je vais me prendre un petit vin blanc pour Noël et je te dirai. Ouais. Je te dirai. Quelque chose où j'ai été subjugué. La propreté. Je suis passé 2 fois aux toilettes en même temps. On est resté on est venu à 19h30, on est parti à minuit 30. Je suis passé 2 fois aux toilettes, une fois en venant pour me laver les mains, une fois en repartant. Et les deux. Ah, ça, je leur fais la guerre là-dessus parce que ça, pour le coup, incroyable. Pour le coup, un inspecteur qui vient dans ta maison, il démarre par les toilettes, il repart par les toilettes. Est-ce qu'on peut faire un petit zoom là sur ce passage de l'inspecteur ? Oui, même si je sais pas qui il est vraiment, je me doute de la personne qui nous a inspectés, mais officiellement il s'est pas présenté. Il vient pas à la fin. Ah non, il vient plus. Il vient plus parce que imagine, moi je m'entends bien avec d'autres restaurateurs étoilés de l'Ain. J'ai un inspecteur le mardi soir. Qu'est-ce que je fais ? Tu vas les appeler ? Je vais leur dire attention les gars. Il est dans le coin. On a été visiter ce soir. Et ça a changé quand ça ? Tu sais ?
Et ben moi, j'ai eu, quand j'étais dans le restaurant dans lequel je travaillais avant, j'ai eu une seule fois un inspecteur qui s'est présenté. Avec la carte. Ouais, une semaine après. Mais il te demande pas de signer quelque chose ou non? Non. Ah ouais. Nous, maintenant, ce qui s'est passé, c'est que quand on a su qu'on rentrait dans le Michelin, on a reçu un questionnaire par mail Ouais. où tu remplis tes menus, ta cuisine, tes vacances, etc. Mais nous, avant de recevoir l'appel du Michelin une semaine avant la cérémonie, on n'a eu aucune visite officielle. Personne n'a présenté sa carte en disant « je suis pour le guide Michelin ». Mais tu m'avais pas dit que tu t'avais un peu vu le nom avant qu'il arrive? Non, mais ça, c'était le premier inspecteur que j'ai eu 3 mois après l'ouverture. Ok. Où là, j'ai même été un peu bête parce que je dis au monsieur, je l'accueille, et Isa était là, et il me dit son nom. Enfin, Ouais. Moi, je savais que je l'avais vu, donc je lui dis, ah, mais Tout seul? Ouais. Ok. On s'est déjà vu quelque part. Il me dit non et tout. Puis après, il donne son nom. Ouais. Je vais pas dire son nom parce que. Mais, et là, je dis à Isa, je dis ça y est, il est là. Ok. Donc, il est arrivé, il dormait à l'hôtel. Il est arrivé, il a réservé pour 2. On l'a accueilli, il est monté dans sa chambre. Et je lui dis, monsieur, à quelle heure, c'est moi qui l'ai accompagné. Je lui dis à quelle heure je vous attends ce soir avec votre invité. Et puis il me dit, finalement, je serai tout seul. Donc il réserve pour 2. Et finalement, il est tout seul. Donc lui, c'était au tout début. Lui, c'est celui qui nous a fait rentrer dans le guide. Ok. Mais dans l'ancien cadre et tout, dans la cuisine que je faisais, c'était pas, on était à notre place, quoi, si tu veux. Oui, bien sûr. C'était pas aussi percutant que maintenant. Bah, il y a quelque chose dont tu es sûr, c'est qu'une fois qu'il est passé la première fois et qu'il t'a attribué l'étoile, il repassera. Comme on a dit que ça se recyclait Normalement, chaque année. il passe une fois par an. Normalement, après, ils sont pas beaucoup. Hein. Ils sont pas beaucoup d'inspecteurs pour le nombre de restos à visiter. Mais après, je me souviens très bien de ce monsieur et du service. Après, il faut pas en faire trop. Quand C'était toi-même, quoi. Le risque, en fait, c'est d'en faire des caisses à cette table. Et de délaisser les autres. Bien sûr. Et il faut savoir qu'un inspecteur, il est très attentif à ce qu'il mange, mais il est très attentif à comment tu traites les autres tables. D'accord. Il faut les traiter au même égard Ouais. que lui. Ouais, bien sûr. Et J'aurais pas dit. donc pas trop stressé plus que ça. Et puis en même temps, moi à chaque fois que j'ai une personne seule, je l'installe là où tu étais installé. Parce que c'est comme ça que j'ai conçu mon restaurant. Et je veux qu'il voit vraiment ce qui se passe. Il était face à la cuisine à ta place. Ok. Et pas se cacher, parce que si tu n'assumes pas ce que tu fais. Nous, on a eu un coin de salle. Je veux pas voir l'inspecteur, je le mets dans un coin et puis. Mais non, moi je veux qu'il soit en face, je veux qu'il vive l'expérience comme j'ai imaginé. Juge le réel, quoi. Et non, mais c'est des bons moments. Autant la première visite, là, tu touches du doigt, tu te dis ça y est, ils sont là. Donc peut-être un peu plus tendu au tout début. Et puis après, de toute façon, après on s'est affirmé, on a mis un cadre en face de ce qu'on faisait. Donc, et d'ailleurs, cette visite, j'ai sollicité le guide Michelin. Oui, tu la déclenches. Parce qu'on me demande souvent, mais est-ce que c'est vous qui demandez à être visité ou autre? Alors moi, quand j'ai ouvert mon restaurant, le guide Michelin, je leur ai envoyé le même dossier que le banquier a eu. C'est-à-dire, je suis Jérôme Busset, j'ai travaillé à tel endroit, je veux faire ça avec ces outils-là, avec tel menu, telle démarche, tel positionnement. Tu penses que ça t'a aidé? Bah oui, parce que comment tu veux qu'ils viennent à Pansin? 3 mois après? Ouais, 3 mois après. Alors, en fait, on a eu une réponse de mail, comme c'était après le Covid, ils nous ont demandé de leur refaire un mail quand on se sentirait prêt à les accueillir. D'accord. Et donc nous, on était prêts. C'est super intéressant ça. Moi, tu sais que c'est la première fois que j'entends ça. Et si on peut dire à ceux qui nous écoutent, qui ont sûrement cette envie d'étoile, donc envoyez un mail. Faites savoir que vous êtes là, que vous existez. Après, ça, tu attises la curiosité ou pas. Moi, j'avais mon parcours qui faisait que ils savaient que j'étais dans le milieu étoilé depuis un moment. Et par contre, là où je voulais en venir, c'est que quand on est passé dans ce que j'appelle le cadre étoilable, l'année où Isabelle s'est mis mon épouse en disponibilité pour m'accompagner, c'était l'année où on a basculé de l'ancien cadre au nouveau. D'accord.
Et moi, j'ai refait un mail au Michelin leur disant que je veux être visité. Ouais. Je veux. J'ai pas dit j'aimerais. Hein. J'ai renvoyé un mail au directeur du Michelin en disant je veux être visité cette année. Donc c'était double tranchant. C'était soit ils venaient, on n'était pas au niveau et on pouvait s'asseoir sur 3 ou 4 années sans qu'ils reviennent, ou soit on était au niveau et on chopait l'étoile tout de suite. Ça a marché. Et ça a été le pari qu'on a pris qui a été gagnant. Ouais, mais il faut le prendre, il faut arrêter d'hésiter, il faut se lancer. Non, mais après, c'est. Bah oui. Je voulais des réponses rapides à si on était prêt ou pas. Après, on parlera un peu plus de ton futur, mais là, ce que je voulais faire, c'est un format un peu plus léger, un petit QCM, c'est des dilemmes, des questions, tu y réponds, tu peux argumenter tes réponses ou je ne sais quoi. Ok. Tu le prends avec ta spontanéité habituelle. Tu préfères manger dans un dans un restaurant traditionnel ou dans un gastro, toi, en tant que chef étoilé? Dans un gastro. Indéniable. Sans hésiter. Ah ouais. Après, ça m'empêche pas de faire tout type de. Nous, on a des amis qui tiennent une auberge perdue au milieu de nulle part. Ouais. Où on va manger des choses, des fondus, des pièces de viande grillées, des grenouilles, et où on a plaisir à y être parce que ils ont un service incroyable et que j'aime aussi cette cuisine-là. Je vais pas manger que dans des restaurants étoilés, mais j'aime beaucoup quand même la restauration étoilée pour voir ce qui se fait, pour continuer à avancer aussi. Quelqu'un qui projetterait d'un parcours semblable à toi, donc avoir son étoile assez rapidement, un bon gastronomique, une maison reconnue, tu lui conseillerais plus d'aller en ville ou en campagne? Peu importe le lieu. Ouais. Peu importe. Nous, on est à la campagne, beaucoup de gens nous disent pourquoi Pansin, vous êtes loin de tout et tout. Si tu as un bon concept et que tu travailles sérieusement, les gens ils roulent pour venir. Nous, on a des gens qui viennent de Suisse, dîner, ils repartent. Ah ouais. On a des gens qui descendent d'Annecy, déjeuner, ils repartent l'après-midi. Jamais dit. Avec l'étoile, on a élargi le cercle. Ils viennent de Grenoble, ils viennent de Lyon, de Suisse, de Pays de Gex. C'est fou. Oyonnax, au-dessus de chez nous, Oyonnax, il n'y a pas beaucoup de restaurants de qualité. Ils roulent les gens. Pour bien manger, peu importe la localisation, je pense. Tu préférerais, si tu devais choisir entre les deux, moi j'ai entendu ton histoire, elle a fait du bruit quand même, hein, mais être reconnu par tes pairs, par les plus grands de la gastronomie, ou être adulé par ton public, tes clients? Moi, c'est mes clients qui me font vivre, c'est pas mes pairs. Ouais. Après, on parlait des maisons dans lesquelles je suis passé. Par contre, moi, quand je me remémore la cérémonie du Michelin, le premier qui m'a pris dans ses bras quand je suis remonté, c'est Mathieu Vianney. Et ça, c'est la reconnaissance de ces grands chefs. J'ai Philippe Gauvreau, je te disais, à la Rotonde, qui m'émerveillait par sa cuisine. Il est venu manger chez moi. C'est énorme. Et tu vois, c'est des gens qui ont marqué mon parcours et qui continuent à me suivre et avec de la bienveillance. Est-ce qu'on cuisine mieux, même si on sait qu'on devrait pas, quand c'est un inspecteur? Non. Tu restes pareil? Ouais. On fait attention, mais oui, évidemment. Moi, si j'ai un inspecteur dans la salle avec 20 couverts, les 20 couverts vont manger comme l'inspecteur. Ok. Après, tu fais attention, oui. Bien sûr. On va pas mentir en disant qu'on prête pas une attention particulière, mais on est censé ne faire aucune différence. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas trop de chefs étoilés, ou alors il y a encore de la place pour plein d'univers? Non, mais il y a plein de places. Il y a plein de places. Il y a les cuisines fusion, ça se fait beaucoup en ce moment quand on mêle 2 origines. Mais non, il y a de la place pour tout le monde. Plus il y a de restaurants étoilés, plus ça doit créer une émulation et tirer tout le monde vers le haut. Il y a beaucoup d'étoiles qui font débat, il y a énormément de pertes d'étoiles qui font débat. Est-ce que tu penses qu'il y a des étoiles ou des pertes d'étoiles qui ne sont pas plus politiques que gastronomiques? Ça, c'est l'éternelle question. Ouais. Je ne sais pas quoi penser de ça. Moi, j'ai un exemple concret de cette année. C'est Georges Blanc qui a perdu sa 3e étoile. Ouais, tu m'en avais parlé. Moi, j'ai fait mes 40 ans chez Georges Blanc, l'année où il l'a perdu. Et moi, c'était 3 étoiles que tu as mangé. Indiscutable. Tu vois une différence indéniable entre Georges Blanc et ton établissement? Ah oui, c'est 2 mondes différents.
Non, nous à notre échelle, ce qu'on fait, c'est très bien. 2 étoiles, c'est déjà un cap. Il y en a 5 ou 6 par an. 3 étoiles, il y en a 1 par an. Mais après, les pertes d'étoiles, il faut se poser aussi les bonnes questions. Georges Blanc, il a perdu sa 3e étoile parce que quand il y a eu un inspecteur, il n'y avait personne de la direction qui était là, en cuisine. Ah. Et il paraît que c'était très moyen. D'accord. Ça, c'est les vraies raisons. Ça doit être dur de se confronter à ça quand même. Hein. Mais après, ça fait partie du jeu. Hein. Bien sûr. Quand tu rentres dans ce... Moi, je dis toujours, quand tu rentres dans ce cercle-là, il faut en accepter les règles. Il faut savoir accepter. Quand tu gagnes, tu es content. Quand tu perds, tu es déçu. Mais c'est normal. Il faut l'accepter. Ça, c'est une question que j'ai pas écrite, mais que tu viens de me faire émerger dans ma tête. C'est est-ce que tu penses pas que elle va être un peu longue, ma question. Est-ce que tu penses pas que les cuistots ne prennent pas ça trop à cœur, l'étoile? Moi, il y a 2 personnes que je pourrais jamais interviewer, pourtant ils auraient fait partie de mon top 3. C'est monsieur Paul Bocuse et monsieur aussi Bernard Loiseau, qui est très tristement décédé. Les raisons sont plutôt floues, on sait que c'est un suicide. Est-ce que tu penses pas que lui, c'était sa vie? Il a toujours dit, moi, mon but, c'est d'avoir 3 étoiles, c'est l'excellence, c'est le très haut niveau. Il y en a qui s'enferment dans des... lui, il avait quand même une double personnalité, hein, monsieur Loiseau. Hein. Il était monté sur ressort. Hein. Après, l'histoire, on la connaît. Oui, il y en a qui prennent ça très à cœur. Après, métier passion, tu donnes tout ce que tu as. Bien sûr. Tout le temps, tu y passes 15 heures par jour. Donc, tu es obligé de prendre ça tu prends ça à cœur. Mais moi, je perds mon étoile, je vais pas me flinguer. Ouais, j'espère. Non, mais oui, ça... Et justement, dans ces grandes maisons dont on parlait, il y a un tel enjeu financier. Parce que, on parlait des effectifs, mais les maisons plus modestes, ça met pas leur maison en péril. Par contre, les grandes maisons, Bocuse contre-exemple, parce que lui il est tout le temps plein, mais Georges Blanc, pas très loin de chez nous, je peux te dire que la perte de la 3e, c'est dramatique. Ah ouais? C'est dramatique pour l'activité, parce que tu n'as plus les 3 étoiles, ça veut bien dire ce que ça veut dire vol voyage. Et à Vona, par exemple, tu n'as plus d'étrangers qui y vont quasiment. Moi, j'aurais pas dit, mais tu vois, je l'apprends aujourd'hui. Il y a une autre question que je voulais te poser. Tac, je l'ai plus. Bon, c'est pas super grave. Je voulais aussi beaucoup parler du futur, justement. Tu penses qu'est-ce que l'avenir te réserve? Déjà, elle me réserve un début d'année avec une nouvelle salle. J'ai même pas eu le temps de te faire visiter. Parce punaise, c'est vrai. On a les arcades qui nous servent uniquement de terrasse actuellement, qu'on est en train d'aménager de manière à pouvoir se servir de ce cadre toute l'année. Donc 2026, ça va démarrer avec déjà du changement au niveau de la structure. Et puis après, on va continuer je vois venir ta question, mais moi, je veux que l'étoile, elle soit pérenne et sans stress, tu vois. Que ce soit une belle étoile. Une belle étoile qui brille bien, une étoile plus, mais de là aller chercher la 2e, le cap, il est quand même assez élevé. Je pense qu'il est un peu trop élevé pour nous, actuellement. Mais je veux continuer à faire toujours un peu mieux. Après, si ça vient, ça vient. Mais la première, c'était un objectif pour faire décoller l'affaire. Mais on a beaucoup de travail pour aller au-dessus quand même. C'est super que tu dises ça. Ouais, c'est super d'avoir cette lucidité là, parce que ça peut être un objectif, mais d'avoir cette lucidité, je pense que ça t'approche beaucoup de cet objectif, de savoir où est-ce que t'en es. Oui. Après, je sais que ce qu'on fait, c'est très bien, mais encore une fois, la marche, 6 ou 7 établissements par an qui prennent la 2e étoile. C'est pas beaucoup. Hein. Ouais. Donc, combien qui prennent l'étoile, tu sais? Nous, on était combien de une étoile une 60aine, je crois. Donc 60 établissements par an qui prennent une étoile. Une étoile, une petite dizaine pour la 2e. Et un pour la 3e. Un, parfois jamais, parfois 2. Mais très peu. Ouais, c'est une pincée quoi. C'est le Graal quoi. Écoute, moi j'ai passé un super moment. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aurais aimé aborder? Si c'est le cas, tu peux l'aborder maintenant. Pas spécialement. Après, le message dans mon parcours, c'est juste
de croire en ce qu'on fait et de pas se mettre trop de limites. Moi, je pouvais faire parfois des complexes d'infériorité parce que j'avais cette étiquette qui me collait de serveur 2. Et en fait, au tout début, quand j'ai ouvert, je me suis pas forcément battu pour les bonnes raisons. Je voulais juste au début prouver que j'étais plus qu'un petit serveur. Du coup, j'avais une cuisine qui était un peu éparpillée, etc. Et mon épouse m'a permis d'ouvrir les yeux sur le fait qu'il fallait que je fasse les choses pour moi. Bien sûr. Pour créer notre histoire avec l'intimiste et travailler pour moi et pas contre les autres. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et puis après, croire en ce qu'on fait et si on y croit fort, on peut y arriver. Écoute, c'est des très belles paroles que tu dis. Avant que je te laisse justement sur peut-être d'encore plus belles paroles, je voulais te poser la question de fin. C'est qui t'aimerais voir à ta place? Comme je te dis, tu peux les connaître. Moi, ça m'arrange si tu as un numéro à me glisser. Si tu les connais Qui pas, c'est que c'est pas j'aimerais voir parler à ma place? Tiens, bonne question. Pierre Ramboz. grave. Je vais te surprendre, mais je le connais pas. On a parlé tout à l'heure, le français. Ah oui, de Bourg-en-Bresse. Maison emblématique de Bourg-en-Bresse, histoire de famille Ouais. incroyable. Ouais. Génération en génération. Il y a le petit dernier qui prend la relève, Ouais. Édouard. Et lui, je pense qu'il aurait beaucoup de choses à dire aussi. Tu veux une anecdote sur lui? Vas-y. Moi, avant, j'ai encore mon entreprise. D'ailleurs, il y aura sûrement une coupure pendant le podcast pour en parler, un petit truc publicitaire. Mais pourquoi j'ai lancé cette application? Parce que moi, je suivais des restaurants. Et moi, j'aurais adoré travailler avec eux. Du coup, j'étais venu avec mes petits flyers. Ok. Et je m'étais pris une porte monumentale. Oh merde. Ouais, oui, bah envoyez-nous un mail. Ah, ok, bon, je repars comme ça. Et je dis à ma copine, est-ce que j'arrête pas, c'est bon, ça marche pas. Ça marche avec des petits restos, mais les gros, ils veulent pas travailler avec moi. Et la semaine d'après, on signe des gros restos de Lyon, pas gastronomiques, Ouais. mais où ça tourne, où il y a des capacités de 200 et c'est complet tous les jours. Et pouvoir d'abnégation, peut-être que si je peux prendre une petite revanche et l'inviter ici, je serais très content. Je serais très content. Après, ils voient tellement de monde, je pense qu'ils sont tellement sollicités aussi au niveau des commerciaux et tout, que Bien sûr. des fois, tu peux être un peu moins agréable ou autre. Mais Non, mais c'est pas lui. Mais, c'est un serveur, et etc. Et je comprends. Lui, il aurait... Et puis ça me permettrait d'en savoir un peu plus sur lui aussi. Ouais, bien sûr. J'aimerais te conter son histoire. Écoute, moi, je vais en profiter pour te remercier. Avant Merci de à te toi. laisser pour le moment blanc. Merci beaucoup. T'es très accessible. Heureusement que tu m'as envoyé ce message. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire de même si vous voulez passer dans le podcast. On sait jamais, on refuse beaucoup, mais quand on accepte, ça donne des histoires formidables et je suis très content de pouvoir mettre un peu plus de lumière, encore plus sur ton histoire. Ton restaurant est fabuleux. Moi, j'ai une liste qu'un jour je publierai de mes restaurants préférés. Et il faut dire que la première place a changé. Le classement s'est décalé et j'ai mis en première place quelqu'un d'autre. Donc je suis très content de t'avoir en ma première place. Je scanne un peu ton nom de partout. J'espère que ce court-métrage, ce long-métrage plutôt, aura un bon effet. Tu me diras s'il y a des gens qui viennent. Moi, je vous mets pas de son, on partagera à fond. Ouais, mais je te mets en collaboration. Ouais. Souvent, les gens, ce qu'ils me disent, c'est que ça a fait revenir du monde, et ça a fait beaucoup revenir du monde, et un peu venir du monde une première fois. Donc tu me diras si ça a eu cet effet-là, et j'en serais très content. Moi, je vais vous laisser avec les mots de la fin de Jérôme. Je vous remercie encore une fois, n'hésitez pas, vous avez un clic à faire pour nous soutenir amplement, vous likez, vous abonnez, vous commentez, avec grand plaisir. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de La Table des Chefs, et entreprenez des choses, faites grand, visez grand, travaillez, pas de secret. Bah écoutez, je suis très heureux d'avoir participé à ce podcast et j'espère que ça donnera de la suite dans les idées à certains. Et voilà, je suis très heureux d'avoir rencontré Enzo et j'espère que ça vous a plu.